France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le jeudi 22 septembre. Jusque-là, tout va bien. Jusque 18h30, c'est parti pour le grand forum avec tout à l'heure. Justement, tiens, on écoutera en guise de coup de cœur pour finir cette émission. Vous connaissez peut-être la chanson de Brassens, le fameux 22 septembre. On l'écoutera tout à l'heure de télé. On parlera avec l'émission politique de ce soir, notamment qui reçoit Arnaud Montebourg, Pujadas et Léa Salamé recevront donc Montebourg ce soir. C'est donc à la suite de l'émission de Sarkozy de la semaine dernière. C'est le même concept. Nous parlons de sport avec une large page consacrée au football et aux résultats de la 6e journée de Ligue 1 avec la performance des Niçois face à Monaco hier. L'ami Amar nous parlera d'un philosophe du côté du Pakistan tout à l'heure. Et puis il y aura évidemment vos rubriques habituelles, le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur de la team du grand forum de nos chroniqueurs et les avis tranchés bien sûr. Alors aujourd'hui c'est un beau plateau qui nous est proposé, qui vous est proposé mesdames, messieurs. On va commencer par ces dames parce qu'on est d'une galanterie exemplaire. William Maghrebi, comment ça va? Bonjour à nos auditeurs, très bien. William, toujours psychologue? Toujours. Bien. Alors on va accueillir aussi une petite nouvelle qui nous rejoint dans l'équipe sur France Maghreb 2. Elle s'appelle Samira Karoua. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme le veut la tradition et comme les petits nouveaux, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs? Qui tu es, Samira? Oui, alors donc pour me présenter, je dirais que je travaille actuellement comme consultante en psychologie et je suis également organisatrice d'événements avec des événements qui sont en lien avec mon travail, donc dans le domaine de la psychologie également, le développement personnel et autres, et puis des en lien également avec des faits de société. Donc notamment, je prépare un travail sur le thème de la radicalisation et un séminaire sur, juste pour donner un petit exemple, un cycle de séminaires sur le thème de la violence. Voilà. Très bien. Eh bien, notre ami Badri Ahmed qui est avec nous est toujours délégué, qui est toujours adjoint au maire de la ville de Gentilly, chargé de l'économie numérique. Bonjour. Ça va Badri? Oui, très bien. Bien entouré, je pense qu'une bonne thérapie s'impose pour soi là. Entre deux psychologues, ça va être chaud quand même. Alors, Badri, de quoi allons-nous parler dans la vie tranchée avec toi? Alors, on va parler du CICE. Ouais. Donc, c'est un dispositif de l'État qui vise à permettre aux entreprises qui leur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. D'accord. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce dispositif est efficace? Le dispositif est-il efficace? Réponse dans quelques minutes. William, de quoi allons-nous parler avec toi dans l'avis tranché? Alors mon avis tranché d'aujourd'hui portera sur la question des roquia, du business qu'il engendre, mais aussi du charlatanisme qui l'accompagne. Oula, d'accord, ça va être chaud. Samira, pour ton premier avis tranché, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, c'est un thème d'actualité, d'islamophobie, avec un cas particulier que j'aimerais aborder avec vous, notamment de ce qui s'est passé un petit peu au mois d'août à Tremblant-en-France. 2016. À Tremblant-en-France. Très bien. Les coups de cœur. Alors le coup de cœur de Monsieur Badri. Alors le coup de cœur, c'est un ouvrage qui s'appelle La guerre des Gaules. Ouais. C'est de tendance en ce moment. Exactement. Donc c'est l'idée du jour parce que effectivement on a tendance à revenir très souvent vers ce principe, nos ancêtres les Gaulois. Et là, l'idée, c'est de dire que la Gaule, effectivement, un bloc qui n'était pas forcément pas monolithique, qui était très diversifié, pas monoculturel, pas monochrome, etc. Et voilà, c'est de refaire une introspection sur, en tout cas, remettre les choses dans leur contexte. Voilà. William, le coup de cœur. Alors, exceptionnellement, je ne dévoilerai pas mon coup de cœur en début d'émission. C'est une surprise. Samira. Oui. Alors mon coup de cœur, c'est sur en fait un événement qui est organisé par une association que je trouve formidable, un autre regard sur l'autisme à Longjumeau. Très bien. Voilà. Bon, donc très bien. Dirai plus tout à l'heure. Alors de quoi allons-nous parler avec vous et avec vous chers auditeurs? Vous avez la possibilité, je le rappelle, de nous appeler au 08 92 23 99 50 par mail lgf@francemaghreb2.fr, mobile répondeur 06 18 21 56 41, aussi réagir sur la page Facebook France Maghreb 2. Les fichiers S qui sont de nouveau à l'actualité après les déclarations d'un maire, le maire d'Évreux, qui veut carrément s'en débarrasser des fichiers S. Alors on va essayer de comprendre que peut-on faire justement avec ces fichiers S, quelles sont les réponses à apporter à cette problématique, parce qu'ils sont de plus en plus. D'ailleurs ce matin, la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem a indiqué qu'il y avait à peu près de 600 cas dans les écoles françaises
qui étaient sous contrôle. C'est-à-dire que on est en train de surveiller en fait 600 cas. C'est le chiffre qu'elle a annoncé ce matin au micro de BFM TV RMC. De Najat Vallaud-Belkacem, il en sera encore doublement question puisqu'on va parler de ce qu'elle a proposé hier, à savoir de débuter la scolarité à 3 ans au lieu de 6, la terminer à 18 ans au lieu de 16. C'est la proposition donc de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Elle justifiait donc son initiative lors d'un déplacement dans un collège près de Paris hier. Nous parlerons aussi, et là ça va peut-être intéresser Badri qui pourra peut-être nous éclairer, ce nouveau succès dans le Rafale. L'Inde approuve en effet l'achat de 36 avions de combat, vente estimée à 8 milliards d'euros quand même. Donc c'est une vente qui a eu du mal à se faire, hein. Ça a mis près d'1 an et demi pour les négociations. Enfin c'est officiel. Donc pour la France, bonne nouvelle pour donc l'économie française. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, on verra en tout cas tout à l'heure avec vous, chers amis auditeurs. On va commencer évidemment comme d'accoutumé cette émission par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio, ainsi que sur internet et aussi dans les meetings, puisque Sarkozy une nouvelle fois était en meeting et il a réagi à l'éruption de militants gabonais au cri de Sarkozy viens chercher Ali. Voici la réaction de Nicolas Sarkozy en plein meeting hier soir. Ici c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez voler au Gabon. Ici on parle de la France. Réponse donc de Nicolas Sarkozy aux militants gabonais venus hier soir perturber son meeting dans le nord de la France. Scène assez rare en Ligue 1, on parle de foot. Ça s'est passé hier soir sur Beansport à l'occasion du match Lyon-Montpellier, victoire de Lyon d'ailleurs 5-1. À la mi-temps du match, le milieu lyonnais est interrogé lorsque surgit le gardien montpelliérain, vexé du carton rouge. Voici ce qui s'est passé en direct sur Beansport. Vous faites le nécessaire, c'est vrai qu'il y a ce carton rouge pour les Montpelliérains, mais vous avez su rester patient et revenir dans cette rencontre. Ouais, ça, on a très mal commencé le match, on a encaissé ce but très tôt. Après, ils ont pris ce carton rouge qui nous a facilité un peu les choses. Ouais, je suis blessé, ouais. Ouais, j'ai mal. C'est bon, tu t'affiches, frère. Tu t'affiches. Non, mais je m'en bats les couilles, tu t'affiches. On t'affiche. Coco, c'est bon. Ouais, je vais prendre... Ouais. Ah, le direct peut parfois jouer des tours. On va parler maintenant de la famille Chirac. Vous le savez, Bernadette Chirac a été hospitalisée hier à la Pitié-Salpêtrière, tout comme d'ailleurs l'ancien président Jacques Chirac, qui est dans un état grave, rappelons-le. Christine Boutin, ancienne ministre, a eu ce geste peu élégant hier sur Twitter. Yann Barthès de l'émission Quotidien sur TMC raconte ce qui s'est passé hier autour de la fausse information, ou plutôt de la rumeur relayée par Christine Boutin. Aux alentours de 11h, toutes les rédactions, y compris la nôtre, se sont excitées autour d'une rumeur de la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Mais genre Pujadas, c'était au maquillage, quoi. Cette rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux, mais n'a à aucun moment été validée par quelqu'un d'officiel. Et tout d'un coup... Tadam ! La meilleure d'entre nous, Christine Boutin, ancienne ministre, a pris son téléphone et a tweeté ceci. Mort de #Chirac. Bon alors nous passerons sur la formule un peu classe de l'annonce de la mort de quelqu'un, mort de #Chirac. À partir du moment où une ancienne ministre tweet ça, ça devient une info un peu plus avancée qu'une rumeur, sauf qu'à peine 10 minutes plus tard, la famille de Jacques Chirac a dû envoyer ce démenti à l'AFP. Il était 12h18. Chirac, toujours hospitalisé, sa famille demande qu'on respecte sa tranquillité. J'ai envie de dire, oups. Alors nous avons contacté Christine Boutin juste après son tweet pour savoir comment elle avait eu l'info. Écoutez bien ce qu'elle dit. Oui, allô Madame Boutin ? Oui. Oui, bonjour, je suis Azia Metchaou, journaliste pour Quotidien. Je voulais faire un point avec vous sur l'état de santé de Jacques Chirac. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai eu cette information, je crois qu'elle est vraie, mais j'ai rien de plus à vous dire. C'était à midi. Je crois que l'information est vraie. Christine Boutin, ancienne ministre, envoie mort de #Chirac alors qu'elle croit qu'il est mort. Mais Boutin est une véritable agence de presse qui s'appelle Breaking Boutin.
Ahmed Chaouch a trouvé Christine Boutin tout à l'heure. C'était en milieu d'après-midi, c'était à Paris. Un petit mot, s'il vous plaît, sur votre tweet, sur l'état de santé de Jacques Chirac, Mme Boutin. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot? J'ai donné une information, je ne vous donnerai pas ma source comme vous ne le faites jamais. J'ai eu une information qui a été reprise du reste par d'autres journalistes. Je n'ai rien de plus à dire. Voilà. À l'AFP, le gendre... Écoutez, monsieur, je vous demande d'arrêter. Je vous ai répondu, j'ai donné une information. Cette information, je l'ai eue de source sûre. Vous n'êtes pas allé trop vite? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à vous ou c'est pas à la famille de donner ce genre d'informations? Parce que ça peut, même si c'est obsédé, ça peut empêcher... Et vous, les journalistes? Gilles Boyer, le conseiller spécial d'Alain Juppé, il a dit mort de la dignité. Parlant de votre tweet. C'est bien, votre tweet n'a pas forcément été bien reçu par beaucoup de proches de Jacques Chirac. Quelle est votre réaction? C'est vrai, je ne fais que relayer, hein, c'est pas moi. Mais laissez-moi tranquille. Je suis libre de m'exprimer, j'ai une information, je la donne, point final. Voilà, c'est tout. Et pour soutenir cette nouvelle agence de presse qui est Breaking Boutin, nous allons tout de suite envoyer un tweet depuis notre compte officiel, @QOfficiel. Et on a besoin de vous pour vraiment la soutenir. Vous prenez tous vos téléphones maintenant, allez sur Twitter et on va vous demander de retweeter comme jamais vous n'avez retweeté quoi que ce soit. Mort politique de @Christine Boutin. Retweetez maintenant. Ça paraît absolument incroyable, hein, quand même, hein. Une ancienne ministre qui se permet comme ça de lancer, de répondre à des rumeurs concernant l'état de santé d'un ancien chef d'État qui est Monsieur Chirac. D'ailleurs, la famille Chirac qui est en plein drame puisque Bernadette aussi a été hospitalisée hier pour raison de grosse fatigue. On y reviendra si vous le voulez dans un instant. Là, j'ai la pub vite fait à mettre et comme ça on est tranquille et puis après on va démarrer tranquillement cette émission avec Badri Ahmed qui est avec nous, Samira Karoua et Ouiem Maghrebi jusque 18h. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec vous, chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver avec ce plateau absolument incroyable. Aujourd'hui, Ouiem Maghrebi, Samira Karoua et Badri Ahmed qui sont avec nous. Alors, qu'est-ce qui vous a fait réagir là tous les trois dans le zapping, dans les quelques morceaux qu'on a passés, extraits de la télé Alors moi, ce serait l'intervention de Monsieur Sarkozy lorsqu'il dit ici la France, c'est pas le Gabon. J'aimerais juste reprendre ses propos du jeudi 15 juin lors de son intervention sur France 2. 15 septembre, pardon. Lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait une peine de sûreté pour les terroristes. Il a dit ils n'en sortiront qu'une fois que leur cerveau a été remis à l'endroit. Moi, ce que j'aimerais dire à Monsieur Sarkozy, c'est que peut-être qu'ils ont un cerveau à remettre à l'endroit, mais lui, je pense qu'il lui en faudrait un, parce que ici la France, c'est pas le Gabon. C'est partir un peu loin quand même. Badri, qu'est-ce qui t'a fait réagir, toi? Moi, peut-être, en fait, le tweet de Boutin qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans je dirais dans un moment où les gens veulent aller vraiment vite et donner des informations très rapidement sans parfois les avoir exactement, sans parfois les avoir vérifiées. Voilà, ça peut être un peu dangereux. D'ailleurs, à ce propos, je signale un petit truc qui est assez marrant, enfin assez marrant entre guillemets. Vous savez que Jean-Marc Morandini, animateur, est dans des ennuis empêtrés dans des affaires judiciaires. Il est d'ailleurs actuellement en garde à vue depuis hier. Et il tient un blog où il annonce pas mal de trucs, notamment justement ce type d'informations concernant différentes personnalités du PAF. Là, bizarrement sur son blog, il y a rien sur sa garde à vue, rien du tout. Voilà. Et il va être d'ailleurs confronté avec justement ceux qui l'accusent, quand même de faits assez graves liés à la sexualité, enfin de faits de sexualité aggravée, enfin. Vraiment toute une série de choses qui fait que Jean-Marc Morandini visiblement est dans une mauvaise passe. Samira, qu'est-ce qui a retenu ton attention, toi, entre Sarkozy, Boutin et le live de Beansport? En fait, pareil que Ouiem, par rapport à Nicolas Sarkozy, qui pour moi est fidèle en fait à ses habitudes, c'est-à-dire toujours cette condescendance et cette suffisance avec un discours. Enfin, quand il est mal à l'aise par rapport à certaines situations, au final, il essaie toujours d'essayer de retourner la situation comme le grand manipulateur qu'il est. Ouais. Alors, avant de passer aux avis tranchés, Dieu sait qu'il va y avoir de la diversité dans les sujets. Ça va être très intéressant d'écouter. Restez là, messieurs, dames. On accueille Karim qui est avec nous au standard. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tes invités. Ah, oui. Ils sont 3 aujourd'hui. Ils sont 3. Moi, je suis un peu malade. Tu m'entends bien si j'ai la voix? Oui, on t'entend. T'inquiète, Karim. Vas-y, qu'est-ce qui se passe?
Oui, non, je voulais simplement dire qu'elle avait raison. Je ne me rappelle plus du nom de la dame là qui a parlé de Sarkozy et du Gabon, sauf que la seule chose qu'il oublie, Sarkozy, qu'il n'oublie pas, mais qui fait mine de ne pas savoir, c'est que rien ne peut se décider en Afrique sans l'avis de la France, surtout pour l'Afrique francophone. On sait très bien que c'est elle qui décide les dirigeants, qui les enlève quand ils ne l'intéressent plus. Et moi, je défends pas du tout Ali Bongo, parce que je suis pour qu'il s'en aille, parce que ça fait 50 ans que cette famille règne sur le Gabon, c'est scandaleux, mais il faut savoir que Ali Bongo a décidé de retirer à la France tous les privilèges qu'elle avait dans le domaine du bois. Ouais. Et il a pris des contrats dans la gestion de ces forêts avec d'autres sociétés. Et apparemment, ça n'a pas tellement plu. Donc, quand il dit ici c'est la France, c'est pas le Gabon, il sait très bien que rien ne se décide au Gabon, rien ne se décide au Tchad, où vous voulez, au Mali, sans l'avis de la France. Donc, il faut qu'il fasse pas mine de dire que le Gabon est un pays indépendant, comme l'Algérie d'ailleurs. La France a son droit sur qui va succéder à, comment il s'appelle, à la momie là. Bouteflika. À Bouteflika. Et je voudrais simplement... J'ai entendu quelqu'un ce matin qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait, ce sont les musulmans, tant qu'ils ne sont pas capables de sanctionner, ils ne seront pas considérés comme des citoyens à part entière. Alors, sanctionner, ça voulait dire quoi? Il disait, par leur vote, d'empêcher un député qui tient des propos islamophobes d'être réélu, par exemple. Et moi, je voudrais demander à vos invités qui connaissent un petit peu la typologie de la communauté musulmane, qu'est-ce qui manque à cette société, à cette communauté du moins, pour se constituer je dirais pas en lobby, mais presque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque à cette société pour qu'elle soit respectée? Parce que on arrive à ouvrir des commerces, on arrive à faire des études, on arrive à être journaliste, on arrive même à animer des émissions de télé. Il n'y a qu'une chose qu'on n'arrive pas à faire dans ce pays, malgré qu'on soit 5 millions, c'est à être respecté. Quel est le coup de pichenette qui nous manquerait? Selon le rapport de l'Institut Montaigne, on n'est plus 5 millions, mais entre 3 et 4 millions. Hein. Bon, mais qu'est-ce qui nous manque pour être respecté? C'est ça que je voudrais savoir. Alors, qui veut répondre à cette question? Merci, à plus tard, Christophe. Salut Karim. Qui veut répondre à la question de Karim là? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants de migrants de 2e et 3e génération sont jeunes. On est les intellectuels, les enfants issus des migrations maghrébines sont... Ça me fait peur, moi, ce mot intellectuel. Non, je sais pas, parce que je sais même pas s'il y en a vraiment des intellectuels. Entre guillemets, des universitaires ou des diplômés, voilà. Sont plutôt jeunes. Moi, je pense qu'il faut faire confiance. Faut leur faire confiance. Ça va venir. Mais on est encore dans les balbutiements des choses qui peuvent être mises en place au niveau de la défense. Prenons l'exemple peut-être de la ville que tu connais, Badri, Gentilly. Est-ce qu'il y a une communauté qui essaie de s'organiser? Est-ce qu'il y a des actions qui se font? Oui, alors il y a des choses qui se font. Il y a une association qui gère, on va dire le culte au niveau local, donc qui organise, on va dire la prière durant les fêtes de l'Aïd, qui gère en fait le lieu de culte local. Voilà. Donc ça c'est au niveau local, mais au niveau national, je pense que la difficulté c'est aussi la diversité des origines des uns et des autres. Les ingérences des consulats, tu veux dire? Alors il y a de ça, mais ça c'est un peu l'histoire de la communauté musulmane en France, c'est que effectivement la communauté musulmane vient, disons, de lieux, de pays divers et variés, et effectivement il y a les liens avec les consulats, mais il y a pas que ça. Je pense que aujourd'hui il est très difficile d'avoir une communauté unique, homogène, monochrome. Je pense que il faut voir les choses dans la diversité. Il y a autant on pourrait dire même les communautés musulmanes, et il faudrait peut-être réfléchir et penser les choses de façon collective en prenant en compte cette diversité. Très bien. Alors ça c'est Samira, peut-être un mot là-dessus. Oui, en fait j'aimerais rebondir en fait sur l'aspect sur ce que Karim, c'est ça? Non, Badri. Non, pas Badri. Ah, Karim l'auditeur, pardon. Oui, absolument. Oui. Voilà. Donc il parlait en fait de tout à l'heure en disant la France c'est pas le Gabon, mais justement en fait la France. Qui a dit ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non. Pour non, mais qu'on s'entende bien. Oui, c'est vrai. Donc c'est les termes de Nicolas Sarkozy quand il a dit donc la France c'est pas le Gabon, en disant que
en fait, ce que je veux dire, c'est que la France, il veut mettre encore une fois, il place la France encore au-dessus du Gabon, alors que je confirme exactement ce que Karim a dit, qui est très pertinent, c'est qu'il accepte pas, en fait, Nicolas Sarkozy, en disant ça, une ingérence de pays qui considèrent comme inférieurs, mais que justement il y a une autorité française en Afrique qui est très importante. Et pour revenir en fait à la question qui nous est adressée concernant la question de la communauté, moi j'aimerais revenir en fait sur, et ça rejoint un petit peu Badri du coup, ses propos, la question de la communauté. En fait, de quelle communauté parle-t-on? Est-ce qu'il y a vraiment, et l'idée, est-ce que l'idée c'est d'en faire quelque chose d'homogène ou pas, ou de travailler en fait surtout sur des bases communes, c'est-à-dire que même avec une diversité qui peut être justement un aspect positif, positiver tout ça, mais justement je reviendrai sur un aspect, c'est je pense que tant qu'il n'y a pas un véritable travail sur soi et l'ego qui serait mis de côté, parce que je pense qu'il y a un ego très important, mais non pas dans quelque chose d'orgueilleux ou de suffisant, mais de blessures post-coloniales, etc. Et puis un héritage également lié aux origines. Et je pense qu'en fait il y a un vrai travail sur soi, et comme ce qui est dit en fait, ça me rappelle un verset du Coran qui dit que Dieu ne change rien en un peuple tant que ce peuple ne change rien en lui-même. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est exactement ce qui est repris dans tout ce qui est de développement personnel et tout ça. C'est-à-dire que si on veut, et Gandhi l'a dit autrement en disant sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et je pense que si on veut un vrai changement, faut commencer déjà par soi, et ensuite le collectif peut se faire dans la suite. On accueille Abdelkader qui est avec nous. Bonsoir Abdelkader. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où Abdelkader? Je l'appelle de Clichy. De Clichy, on est en banlieue parisienne, 92, très bien. On vous écoute, monsieur Abdelkader. Ah voilà, je voulais juste réagir rapidement, parce que j'avais pas beaucoup de choses à dire, mais je voulais réagir rapidement par rapport à Karim, l'auditeur qui vient de parler. Donc il parlait, il se demandait pourquoi on n'était pas respecté comme il dit. Donc la question elle est dans sa réponse, parce que déjà quand il parle d'une personne en disant la momie, c'est un président. Bon, en l'occurrence Bouteflika on sait tous qu'il est malade. Donc déjà lui dire la momie comme ça devant un truc, je pense que c'est comme une insulte quoi. Donc il n'aimerait pas qu'on dise à son père que c'est une momie, ou à quelqu'un de sa famille que ce soit une momie. Donc si il veut qu'on soit respecté, il faut déjà commencer par respecter les autres, montrer l'exemple, et après peut-être qu'on sera respecté. Si déjà entre nous on se respecte pas, pourquoi je comprends pas comment il peut dire, se poser la question que pourquoi on n'est pas respecté. Voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça. Ça m'a c'est entendu, donc un peu interpellé. Ça, écoute, tranquille, hein, t'as pu le faire savoir. Merci beaucoup en tout cas Abdelkader, à bientôt. Je t'en prie, ciao, à bientôt du côté de Clichy, bien sûr. Que vous soyez de partout ailleurs, vous réagissez en direct au 08 92 23 99 50, mais aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Je précise, je reçois beaucoup de messages. Alors des messages que je peux pas passer parce que soit ils contiennent des insultes, et donc dans ces cas-là ça n'a aucune utilité, ou soit c'est des messages qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà, c'est pour ça que la sélection est vite faite, et je tiens à sélectionner le meilleur, donc la crème des crèmes. Donc soyez bons, créatifs, et surtout que ça aille dans un sens productif pour que on puisse les écouter. 06 18 21 56 41 par le biais aussi de la page Facebook. Vous n'hésitez pas aussi à réagir sur la page France Maghreb 2. Allez, on va passer aux avis tranchés, et je pense qu'on va commencer par Samira, parce que je cherche le mot là qui indique que vous savez, quand une personne commence un truc rejoint un groupe. Comment? Son baptême. Non, c'est pas le baptême. Je pense que c'est le bisutage. Voilà, merci Samira. Allez, c'est le tien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Voilà, le décor est planté. On va donc bisouter l'ami Samira Karwa pour son premier avis tranché. On t'écoute, on est tout oui. Donc pour l'avis tranché d'aujourd'hui, j'ai choisi un événement qui s'est déroulé au mois d'août dernier. Je pense que nos chères auditrices et auditeurs en ont certainement entendu parler, puisque ça a traversé les frontières. Moi qui étais à Bruxelles le 7 septembre pour un événement sur le thème de la radicalisation, j'ai pu parler à des Belges qui avaient les regards rivés sur la France. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 août dernier dans un restaurant de Tremblay en France, donc en plein dans le 93, une
une zone de mixité sociale et un melting pot culturel connu et reconnu. Un samedi soir, 2 jeunes femmes, 2 citoyennes françaises, souhaitent aller dîner dans un restaurant et le restaurateur de cet établissement a décidé de refuser de les servir pour cause elles portaient le voile. Donc voilà. Donc on a vu beaucoup d'articles circuler dessus en expliquant un restaurateur a refusé de femmes voilées. Je reviens, je mets juste l'accent sur le fait, voilà, qu'on on parle souvent des femmes musulmanes par le seul attribut du voile quand elles le portent. Et en fait, ce restaurateur les a, clairement refusé de les servir pour cause, il leur a dit qu'elles n'avaient rien à faire dans son restaurant et qu'elles étaient parce qu'elles étaient musulmanes, et il a dit tous les musulmans sont des terroristes. Les jeunes femmes, je pense que maintenant en fait il y a une vraie éducation au sein de, alors je vais me parler de la communauté musulmane, même si il faudrait pouvoir à un moment donné parler un petit peu de ce qu'on dit quand on dit communauté musulmane, mais dans cette communauté il y a eu une vraie éducation depuis plusieurs années sur les actes de discrimination et des réflexes maintenant assez intéressants, parce que ces femmes ont pris leur téléphone portable. C'est un petit peu aussi dans la société actuellement, on prend le téléphone pour marquer les événements, et donc elles ont filmé cette situation. Déjà, je pense pour en avoir des preuves, elles ont attendu également que la police arrive. Et mon avis là-dessus, c'est en fait par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'il y a plusieurs points à noter. Le premier, donc, c'est de remarquer l'intelligence et la vivacité d'esprit de ces femmes qui ont réagi immédiatement pour pouvoir faire sanctionner cet acte qui portait atteinte à leurs droits, bien évidemment condamné, qui s'il devait passer devant un tribunal, en tout cas le droit condamne tout type de discrimination basée fondée en plus sur un attribut religieux. Le deuxième point, c'est ce restaurateur, donc en fait qui était très virulent sur la vidéo. On le voit, les propos sont très très graves, avec une généralisation. Dès le lendemain, en fait, il s'est excusé. Donc je vais diviser en deux un peu cette analyse. Le premier point, c'est intéressant en fait de voir que en fait il y a de plus en plus de personnes qui se sentent en droit de faire et de mettre en acte, donc pas que des paroles, mais vraiment de mettre en acte de la discrimination, de la ségrégation vis-à-vis de populations qui relèvent en fait de cet aspect qu'on rattache à l'islam, aux musulmans. Il y a la figure de l'arabe également en trame de fond, mais donc cet aspect-là. Et en fait, je voudrais mettre un bémol en fait sur des personnes qui trouvent, des personnes qui pourraient profiter d'une certaine situation pour mettre en exergue leur racisme et leur haine de l'autre, mais également d'incriminer clairement l'embrigadement médiatique et de nombreux hommes politiques, et que je rappelle à leur responsabilité de par le statut et le rôle qu'ils ont par rapport aux médias. Je dirais qu'on est carrément dans la fabrication du consentement de Noam Chomsky, que j'invite les lecteurs, les auditeurs, à pouvoir lire et s'intéresser en fait à ce qui a été dit. Donc il y a un travail sur l'imaginaire collectif qui pointe du doigt et qui va stigmatiser la population générale des musulmans. Donc avant c'était des éléments de cette population, des éléments marginaux. Maintenant en fait il y a une généralisation avec une institutionnalisation en fait d'une discrimination et d'une islamophobie qui était il y a quelques années vraiment niée, puis banalisée, généralisée, institutionnalisée et maintenant même légitimée. C'est-à-dire qu'en fait il est bon d'être islamophobe de nos jours parce qu'ils ont raison en fait, ils auraient raison. Voilà. Et le deuxième point, donc en fait voilà, donc il y a ce travail et il y a les nombreux hommes politiques qui par exemple en pleine crise économique et autres n'ont pas trouvé mieux, un certain nombre cet été, de s'attaquer au Burkini, et c'est vrai que c'est l'urgence française de savoir que certaines femmes citoyennes musulmanes ont voulu profiter de la mer comme je ne sais combien de millions de Français de ce pays. Donc je referme ce point et je reviens en fait sur donc le deuxième aspect,
c'est que dès le lendemain, il a présenté ses excuses. Alors il y a plusieurs lectures. Certains diront oui, mais c'est trop facile et tout. Il s'est excusé, mais après ce qu'il a fait, bien entendu, oui, il y a eu des. Alors l'exemple est un peu trash, mais je vais quand même le dire. Les collaborateurs dans le gouvernement de Vichy, il y en a qui ont après avoir fait de la délation, etc. Se sont par la suite, ils ont voulu se justifier ou expliquer qu'ils étaient pris dans quelque chose, dans une pression de l'époque, mais ça ne justifie pas. D'accord, on va jamais justifier en fait des actes pareils. Mais maintenant, il y a des vrais procès d'intention qui sont faits aux musulmans et autres. Et moi, en fait, quand j'ai vu l'attitude vraiment penaud de cet homme, j'ai vraiment voulu croire en fait à ses excuses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose au fond de moi qui me disait. Finalement, autant quand l'islamophobie, les discriminations, la ségrégation, elle est institutionnalisée par des hommes politiques qui savent ce qu'ils font et qui sont dans un calcul stratégique et tout ça. Autant je pense que là, la machine à mettre en place pour dénoncer tout ça et même faire condamner au pénal ou enfin en tout cas par toutes les voies nécessaires, bien entendu non violentes. Je pense qu'il est nécessaire d'être ferme là-dessus. Mais je pense que quand il s'agit d'individus, même si là c'est dans le cadre d'une activité privée commerciale, je pense qu'il est intéressant de voir et de pas faire de procès d'intention sur l'intention en fait de cet homme, si oui ou non il était réellement désolé. Mais son attitude, autant en fait on peut mentir en fait dans les termes, autant dans la communication non verbale il y a des choses qui passent. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, est un très grand manipulateur. On s'y trompe pas en fait dans ses mots, mais il est trahi par la communication non verbale en fait qu'il véhicule et qui est souvent en décalage avec ses propos. Et là en fait, c'est tout le contraire en fait. Il y a au contraire une adéquation entre ses excuses et sa communication non verbale. Et donc en fait je voudrais appeler tous les concitoyens et même les musulmans qui sont assez frustrés actuellement qu'on les prenne pour des punching balls, d'avoir une attitude également d'amour, comme le message de Jésus alayhi salam, et de notre prophète Mohammed, le prophète de l'islam, qui a voulu également répondre à l'amour, à la paix, et que quand il y a des attitudes comme ça, de les accueillir pleinement, parce que on ne peut pas faire de procès d'intention, et je pense qu'il est bon d'accueillir également le changement, même si c'est dès le lendemain. C'est possible qu'il ait été vraiment choqué lui-même de ce qu'il avait fait, mais dans un contexte comme celui-là, je pense qu'il y a énormément à incriminer dans le contexte général, et donc et on le voit également dans les écrits de Gustave Le Bon, qui parle de la psychologie des foules. Il y a tout un tas de choses à comprendre là-dessus, et c'est pas une mince affaire que de déconstruire un imaginaire qui est formaté comme ça par quelque chose de très violent et de très massif surtout. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette situation. L'avis tranché de Samira. Donc alors petite réaction peut-être de Badri ou de Wiem sur ce que a dit Samira. D'accord, pas d'accord. 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 Tu partages tout? Oh, il faut bien trouver un truc que tu partages pas quand même. Il faut bien la bisouter jusqu'au bout. Wiem. Non, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je partage complètement son idée. Tout à l'heure, tu me parlais d'une théorie. J'aurais aimé que tu puisses en parler par rapport à ça. Si oui, possible, alors rapidement. en fait, c'est ce que j'ai entendu justement par le professeur Fabienne Brion, qui était présente au séminaire dont je parlais tout à l'heure, la journée d'études à Bruxelles, qui est spécialiste en criminologie et qui a rappelé le schéma de Merton, qui était opérant en fait dans les années 60. Mais en fait qui tourne autour de tout ce qui est discrimination, etc. Et c'est un schéma qui est encore actuellement utilisé dans les médias. Voilà, et même dans les groupes, dans les politiques. Ouais, voilà, dans les groupes de commissions, enfin voilà, qui étudient la situation dans l'État et dans l'État français, l'État belge et tout ça. C'est encore très opérant. Et en fait, elle explique quelque chose, c'est que le problème avant ça, tout le monde se fixait sur l'impact de la discrimination sur les personnes. Et là, en fait, Merton a mis en place quelque chose de nouveau. Il avait rajouté une notion. Il a dit que même le sentiment d'être discriminé va amener un certain nombre de réactions.
Et donc, c'est ce qu'il appelle la prophétie autoréalisatrice. Voilà. Et donc, à savoir que dès l'instant où on attend, se régale, à savoir que dans leur milieu, là. C'est très important parce que à savoir que dès l'instant où on attend une attitude de nous, sans s'en rendre compte, on finit par avoir l'attitude qui est attendue de notre part. C'est comme quand on va voir un voyant qui vous dit, dans un an vous allez divorcer, sans vous en rendre compte, vous vous prédisposez à divorcer en réalité. Le mieux c'est de pas y aller, comme ça t'es tranquille. Voilà. Voilà. Dans un instant, on va parler un peu d'économie, tiens, avec Badri, et on va parler, alors, ce qui n'a rien à voir, de Rokia, et du business autour de la Rokia. Alors là, je sais que ça va faire réagir et bondir peut-être, donc restez bien à l'écoute. Vous avez cette possibilité aussi de réagir, aux avis tranchés de nos chroniqueurs de cette team du Grand Forum qui s'agrandit de jour en jour. Samira Karoua qui est avec nous aujourd'hui, William Maghrebi et Badri Ahmed. Juste après la pub, on est de retour très vite, messieurs, dames. C'est le Grand Forum, merci d'être avec nous pour ce jeudi après-midi avec autour de cette table William Maghrebi, psychologue, Samira Karoua, qui est aussi psychologue dans la psychologie aussi, mais chargé d'événements aussi, et puis Badri Ahmed qui est avec nous, qui est lui adjoint au maire de la ville de Gentilly, en charge de l'économie numérique, de l'économie, de plein de choses autour de l'économie, de l'emploi aussi. Conseil municipal délégué. Oui. Conseil municipal délégué, pour être plus exactement. C'est pas pareil qu'adjoint? On a les mêmes délégations. Bon, alors donc ça va, c'est bon. Petite remarque qui a été faite par rapport à ton avis tranché, Samira. Peut-être se pose la question, Tarek Mami, que je salue d'ailleurs, il pose la question, alors peut-être qu'il serait intéressant que d'autres femmes voilées aillent dans ce restaurant pour voir sa réaction. Allez, on le fait, chiche. Ouais, je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez faire alors, est-ce que je vous propose, mesdames, mademoiselles, c'est de faire l'opération avec votre téléphone et vous filmez la scène, c'est important. D'accord. Moi, je suis partante. Voilà. Sans souci. Donc Samira et William s'engagent à le faire. Allez. Très bien. Donc c'est du côté de Tremblay. Vous me dites si vous avez besoin de sécurité, je connais un peu Tremblay, vous n'avez pas de problème. France Maghreb Family paye l'addition ou ça après, il faut voir ça avec moi, pas avec moi justement. Donc à tenter en tout cas, voilà. Ouais, mais je sais pas si le patron c'est pas barré justement, parce que apparemment il aurait un peu peur de ce qui se passe pour les conséquences, j'allais dire. Il se serait donc un peu enfui là sur le coup, mais bon, faut voir. Okay. C'est un rue de la mairie, on va pas lui faire de la pub non plus, mais bon, ça a tremblé en France. Voilà, donc à faire, peut-être à tenter pour voir un petit peu la réaction. À suivre. Je pense qu'il recommencera pas deux fois. Bon, alors après avoir parlé donc de cet aspect des choses très intéressantes avec Samira, on va parler de toute autre chose puisqu'on va parler du CICE avec Badri Ahmed pour son avis tranché d'aujourd'hui. Oui, alors je voulais vous parler du CICE, donc c'est le dispositif phare du pacte de responsabilité lancé par le président de la République suite aux recommandations du rapport Gallois. En fait, le CICE, c'est un dispositif qui permet aux entreprises publiques et privées de bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 6% de la masse salariale éligible. Alors éligible, c'est-à-dire tous les salaires qui sont inférieurs à 2,5 SMIC. Alors les chiffres du CICE aujourd'hui, c'est environ 1 million d'entreprises concernées. Ce sont des montants pour l'année 2014, donc sur les salaires 2013. L'année 2014 sur les salaires 2013, c'est 11,2 milliards d'euros. Pour l'année 2015, sur les salaires 2014, c'est 18 milliards d'euros. 2016, c'est 19 milliards d'euros. Et ce qui est estimé pour l'année 2017 sur les salaires 2016, c'est un chiffre proche des 20 milliards d'euros, soit à peu près 1% du PIB, donc produit intérieur brut du pays. Alors sur l'ensemble des 4 années, parce que le CICE a une durée de vie de 4 ans, on estime que les montants seront de 60 à 70 milliards d'euros. Donc c'est des montants colossaux. Pour quel résultat? Alors le CICE, c'est un dispositif qui a des objectifs. Donc la philosophie du CICE, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises et de permettre la création d'emplois. Donc ça, ce sont les objectifs. Alors le bilan qui en est fait aujourd'hui, donc on arrive presque au terme du CICE, donc au 1er janvier 2017, on aura atteint les 4 ans. Alors il y a un rapport qui vient d'être publié en juillet 2016 de Marie-France Beaufils, qui est sénatrice, donc c'est un rapport du Sénat, qui considère le CICE, alors je vais vite, tout ça c'est détaillé, qui considère le CICE comme un dispositif complexe, dispersé et dont l'efficacité est incertaine.
Alors, concernant la compétitivité, on remarque que finalement ça ne permet pas d'améliorer la compétitivité des entreprises, et ça c'est aussi relaté dans un rapport de l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui constate que finalement ça donne lieu plutôt à des augmentations de salaire qu'à des créations d'emplois, et donc ça bénéficie à ceux qui ont déjà un emploi plutôt qu'à ceux qui en recherchent un. Deuxièmement, que en matière de création d'emplois, alors les estimations, l'OFCE estime que le CICE permettra la création d'environ 140 000 emplois sur l'ensemble de la durée, donc sur les 4 ans. Alors, si on fait juste un petit calcul simple, on prend les 70 milliards qui vont être dépensés par l'État, donc c'est des fonds publics qui vont être dépensés au bénéfice des entreprises, et si on les divise par les 140 000 emplois estimés par le FCE, on se rend compte que ça crée un emploi pour 500 000 euros dépensés. Alors, on peut se poser la question de l'efficacité. En termes de cible, alors la cible initialement était plutôt orientée vers les TPE-PME, aussi les grandes entreprises, mais on remarque que finalement ça bénéficie plus aux grandes entreprises qu'aux TPE-PME, tout simplement parce qu'elles sont équipées, qu'elles ont des directions financières, des services juridiques et des services comptables qui savent faire ça très bien, donc monter des dossiers. En termes de cible sectorielle, il était orienté vers le secteur industriel, parce que le secteur industriel français, on le sait, s'est amoindri, disons, ces 30 dernières années, et donc il fallait, je dirais, le revitaliser. Et on se rend compte que finalement, ça ne touche le secteur industriel qu'à hauteur de 19%. Donc disons proche de 20%. Donc 80% des sociétés ne sont pas du secteur industriel. Également comme secteur cible, on pensait que ça pouvait aider également les sociétés qui ont une activité à l'international. Et on se rend compte que finalement, ça ne les touche qu'à hauteur de 21%. Donc pareil, on n'est pas tout à fait dans la cible. Et puis on se rend compte que pour le secteur de l'innovation, c'est pas un dispositif adéquat, tout simplement parce que dans l'innovation, généralement les salaires sont supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Donc ça n'est pas très pertinent pour ce secteur-là. Et dernier point, eh bien, on se rend compte que le CICE ne demande aucune justification. C'est-à-dire que vous pouvez déposer un dossier, vous en tant qu'entreprise, mais l'administration fiscale ne vous demandera aucune justification sur l'allocation de ces ressources. Vous avez reçu des fonds publics, mais on ne va pas vous demander ce que vous en avez fait. Ça, c'est un problème. Alors, ça a été rappelé, c'est connu, ça a été rappelé par le directeur général des finances publiques, qui a rappelé qu'il n'y aura pas de contrôle ni a priori ni a posteriori, donc de contrôle fiscal sur le CICE. En tout cas concernant l'affectation des fonds. C'est rappelé également dans une circulaire qui a été donc publiée auprès des services fiscaux. Voilà. Alors ce CICE, qui le finance? Parce que là on parle de dépenses, mais il faut aussi le financer. Donc qui le finance? Alors on ne sait pas très bien, mais on sait que ces dernières années il y a eu une augmentation de la TVA de 19,6 à 20%. Donc la TVA a augmenté, donc c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui participons à cet effort en termes de TVA. On y participe aussi avec nos impôts. C'est aussi la réduction des dépenses publiques, donc il y a à peu près 50 milliards de réduction de dépenses publiques ces 3 dernières années. 50 milliards, ça concerne les budgets, donc des budgets divers, le budget des hôpitaux, de la protection sociale. C'est aussi des dotations aux collectivités. On enlève 3,7 milliards d'euros chaque année aux collectivités. Voilà. Donc toutes ces dépenses, toutes ces réductions de dépenses qu'on fait d'un côté, on les reverse de l'autre aux entreprises sans leur demander aucune justification quant à l'affectation de ces fonds. Voilà ce qui pose problème. Alors en conclusion, le CICE donc est un objet fiscal non identifié, selon certains de mes collègues. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quelle transparence
et quel suivi de ce dispositif. Il y a une initiative qui est intéressante qui est lancée dans le Val-de-Marne par des élus locaux, par le conseil départemental et par donc des intellectuels, des économistes, etc., qui consiste à mettre en place un observatoire national, mais aussi un observatoire, avec des déclinaisons locales, qui permettrait en fait de faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds publics. Ces fonds publics, je rappelle, ce sont vos contributions à vous, vos impôts, votre participation à la TVA. C'est notre argent. On a besoin de savoir où il va, et je pense que c'est une initiative intéressante. Merci Badri. Alors les filles, c'est pas votre domaine, l'économie. Absolument pas. Est-ce que vous avez quand même compris ce qu'a voulu nous faire comprendre notre ami Badri? Je pense que c'est sa spécialité, comme tu l'as dit. Moi, je travaille un petit peu en approche de l'économie avec tout ce qui est un peu économie alternative. Mais là, voilà, je pense que... Mais c'était quoi ton avis tranché? Pardon. Mon avis tranché, c'est on met à disposition des entreprises des fonds en leur demandant d'atteindre certains objectifs, donc la compétitivité des entreprises et la création d'emplois. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne crée pas de compétitivité, ça n'améliore pas la compétitivité des entreprises et ça ne crée pas plus d'emplois. Donc, on peut se poser la question de savoir si le dispositif est efficace, s'il est pertinent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on continue, même si on sait aujourd'hui que ça pose problème, on continue. Et on continue d'autant plus qu'au 1er janvier 2017, on estime que le taux va augmenter de 6% à 7%. Donc, on devra même payer plus, alors que en termes de résultats, on n'est pas tout à fait au rendez-vous. Voilà. Est-ce que justement, c'est une vraie question, Ahmed, aujourd'hui dans la campagne qui a commencé, aussi bien des Républicains que dans cette campagne présidentielle qui s'annonce, l'économie, on le voit, tellement les Français sont absents et ne connaissent pas grand-chose à l'économie parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'explique pas, parce qu'on ne détaille pas. Et ce sont des sujets tellement importants et, j'allais dire, extrêmement importants pour le futur de notre pays, que nous partageons tous, que les candidats ne répondent pas. Est-ce que il n'y a pas un manque, justement, de formation, ou plutôt d'efficacité dans ce domaine? Les politiques votent en touche. Complètement. Donc, d'abord, c'est des sujets difficiles. Il est très compliqué aujourd'hui de mettre en place des politiques économiques, budgétaires, qui soient, je dirais, efficaces, tout simplement parce que le monde aujourd'hui est complexe. On n'a plus la main sur la politique monétaire, on n'a plus la main sur la politique de change. C'est au niveau européen, c'est au niveau international. L'impulsion en termes de réglementation du secteur bancaire, réglementation de l'économie nationale, l'impulsion est faite généralement par des entités supranationales. J'entends par là le G20, j'entends par là le FSB, le SRB, la Banque Centrale Européenne, le comité de Bâle, etc., etc. Donc tous ces comités-là, toutes ces entités supranationales, elles érigent un certain nombre de recommandations. C'est des recommandations qui peuvent avoir un intérêt parfois, et c'est ensuite retranscrit en droit européen. Donc la Commission européenne reprend ces recommandations, elle les retranscrit en droit européen, et ensuite c'est appliqué au niveau des États en droit national. Voilà. Mais cette façon, cette politique qui est de laisser la masse des gens dans l'ignorance, moi je pense que ça arrange beaucoup justement les politiques, parce que quand on ne sait pas, on n'est pas en capacité de contredire ou de réfléchir, et on est contraint de faire confiance à ceux qui ont le pouvoir politique, et donc ça les arrange bien. Moi je pense pas qu'il y aura plus de transparence, ou en tout cas plus de Alors comment fait-on d'explications. William, c'est très intéressant ce que tu dis, mais Badri, comment peut-on faire aussi pour essayer de simplifier les choses parce que l'économie c'est quand même assez compliqué. Il y a un langage bien particulier, ça nécessite quand même une certaine compréhension, c'est opaque. Et peut-être que les politiques choisissent aussi de ne pas parler de ça parce que déjà par manque d'efficacité, mais surtout parce que peur d'éloigner, j'allais dire, les Français, le grand public, j'allais dire, qui risquent de se lasser en écoutant des termes un peu qu'ils ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a moyen peut-être aujourd'hui de réfléchir, de pousser une réflexion à faire l'économie des nuls, par exemple, pour les nuls en l'occurrence, comme moi?
Comme moi. Non, mais en fait, je pense que chacun, les Français ont la capacité de comprendre les choses. Il faut juste leur expliquer de façon simplifiée. Et donc là, sur le coup, il faut de la pédagogie. Il faut une approche qui soit simplifiée tout simplement et expliquer les choses une par une de façon simplifiée. Ça prend du temps, mais voilà. Mais tout le monde n'a pas le temps de prendre le temps de comprendre. C'est tellement important. Voilà, le problème, c'est que l'impact des décisions économiques, budgétaires, monétaires, etc., est tellement important sur le quotidien. Que je pense que c'est important qu'on s'y penche. Que nos politiques nous écoutent, que les politiques nous écoutent. Oui. Samira, un dernier petit mot, on passe à William. Oui, voilà, juste un petit mot là-dessus. Je rejoins parfaitement en fait ce que vous dites là-dessus. Enfin, toi, Christophe et William, qu'effectivement il y a une vraie opacité en fait de ce qui des termes et tout ça, pour m'être penché également sur un certain nombre de choses concernant l'économie. Mais je pense qu'il y a une véritable volonté. Enfin, en tout cas, ça arrange bien le système globalement. De rendre assez compliqué en fait les mécanismes pour comprendre, parce que justement ça empêche en fait de se poser des vraies questions et de donner la connaissance au peuple. Et donc je pense qu'il y a moyen en fait de remédier à ça et justement d'impliquer plus les citoyens, parce que je pense que justement l'économie est au centre même de tout ce qui est fait au niveau politique et qui explique énormément de choses. Tous les enjeux sont politiques. Dans cette émission, on parle de tout, mais alors absolument de tout, de ce qui s'est passé à Tremblay au travers de l'avis tranché tout à l'heure de Samira, du CICE en mal de résultats avec notre ami Badri. Et là, on va parler de toute autre chose avec William Maghrebi dans son avis tranché. Nous t'écoutons. Allez. Alors, mon avis tranché d'aujourd'hui, bon, je le sais, je l'assume, va porter à polémique. Mais je le dis tout de suite, je n'ai jamais eu pour ambition de contenter qui que ce soit. Je cherche juste à mettre des coups de pied dans les fourmilières lorsqu'elles deviennent vraiment nuisibles. Donc, mon avis tranché est en réalité un coup de gueule, un cri d'alerte, un SOS en tant que psychologue, en tant que femme musulmane, en tant que française et en tant que mère de famille, citoyenne du monde, face à un phénomène dangereux, protégé par le poids du silence, des tabous et de l'omerta qui règne autour de lui, un phénomène très lucratif et en pleine expansion, ce que j'appelle la Rokia business. Le commerce de la Rokia depuis cette dernière décennie est très convoité. Comme les taxiphones, puis les Grecs qui ouvraient à chaque coin de rue, il est devenu la PME sans risque au jackpot assuré. Cette pratique consistant à utiliser les versets coraniques ou les invocations prophétiques glorifiant la puissance de Dieu pour se soigner ou se protéger physiquement et psychiquement d'un mal occulte n'a plus rien de l'œuvre pieuse, mais est devenu le terrain de jeu de frustrés, d'avides d'argent et d'orgueilleux. Ce sont des partisans du charlatanisme, des gourous de la pensée et, je le dis, des terroristes de la raison. La recherche de gains rapides chez les uns et de thérapie facile et express chez les autres est devenue la vertu des personnes manquant de science mais aussi de conscience. Et comme on sait que la science sans conscience n'est que pure perte de l'âme, que dire des ravages que font certaines consciences sans science? Eh bien, ça donne ça, l'ouverture par des usurpateurs prétendus experts de cliniques, de cabinets et centres thérapeutiques à base de coronothérapie et autres concoctions magiques. Des grilles tarifaires allant de 30 à 100 € se normalisent ici et là. Quand on sait qu'un médecin qui a fait 8 ans d'études ne va pas prendre plus que 23 €, je m'interroge. Des spots publicitaires passent sur certaines chaînes arabes, les esprits sont embrouillés et les êtres perdus à coups de cartes de visite et de flyers promettant béatitude et guérison. Alors moi, face à mes patientes, souvent désespérées, avec lesquelles il ne se passe pas un jour sans que je ne reçoive le témoignage de leur mésaventure face à ces charlatans des temps modernes, sous l'habit des prédécesseurs, j'ai décidé de faire ma petite enquête et de m'immerger dans ce monde bien étrange pour les non-initiés. J'ai d'abord cherché sur les moteurs de recherche et à part des milliers de pages vantant les pouvoirs presque associateurs de certains, je n'ai trouvé aucune étude sur le sujet d'un point de vue statistique, sociologique, économique ou même psychologique. Est-ce parce que, rappelons-le, cette pratique est quasiment illégale en France ou est-ce parce qu'elle est associée à l'islam? Quoi qu'il en soit, j'ai voulu savoir et j'ai donc pendant 4 années tapé aux portes de Seraki. Je suis venue, j'ai vu et j'ai perdu mon temps et mon argent. Mes conclusions ont été tout bonnement catastrophiques. De plus en plus de personnes se pensent touchées par des maux occultes, à savoir le mauvais œil, la sorcellerie ou la possession. La possession étant un esprit malveillant et diabolique qui attaquerait l'individu et le prendrait sous son contrôle à son insu.
Entendons-nous bien, je ne rejette absolument pas leur existence, moi, la psychologue à l'esprit cartésien, car croire en eux relève de l'acte de foi. D'ailleurs, cette croyance existe dans les 3 monothéistes, elle n'est pas propre à l'islam. Hein. Dans la Bible et selon le code canonique, on parle sous condition de possession satanique. Dans le Talmud, les Juifs mettent en garde contre les 10 boucs des esprits des personnes décédées. Cela existe aussi dans d'autres croyances comme le bouddhisme, l'hindouisme ou le chamanisme. Alors, comme je n'aime pas la politique qui voudrait faire de moi une autruche, je dis stop. Ça suffit, faut arrêter ce massacre, faut dénoncer cette gangrène dévastant la santé mentale de certains de notre communauté et qui met parfois, et je l'assume, la vie des autres en danger. Témoin de tant de déviance et de charlatanisme, ma conscience professionnelle, mais aussi religieuse, ne me permettait plus de rester silencieuse. Ne nous leurrons pas, ne soyons pas crédules, mais interrogeons-nous. Est-ce normal, ou même coranique, qu'un pseudo-raki fixe un prix indécent comme dédommagement de son effort à un malade tenu de le payer au prix fort, billet clinquant? Est-ce normal que des patientes, qui ont pour seule erreur de vouloir aller mieux, soient touchées, agressés sexuellement ou frappés à coups de ceinture, bâton, babouche et autres fouets, et par qui? Par des pervers déguisés en chir. Car, tiens, parlons-en de ça et remettons les pendules à l'heure, s'il vous plaît. C'est quoi un chir exactement? Titre pompeux qui élève, qui attire, qui met en confiance et qui rassure. C'est un mot magique qui donne à celui qui l'endosse une seconde virginité et le sceau de la piété. Mais en arabe et dans le sens étymologique et générique, ce terme signifie et désigne le vieillard et le sage. Il s'agit d'un homme respecté du fait de son grand âge, de ses connaissances scientifiques ou religieuses. Ce n'est pas une personne imbue d'elle-même qui profite de la misère affective, psychique et matérielle des autres. N'ai-je pas alors le droit de m'interroger lorsque je vois débarquer à une séance de spiritisme un jeune d'une 20aine d'années au visage imberbe et enfantin? D'accord, l'âge ne fait pas la piété. Mais quand on a un CV aussi vide que le cerveau de Sarkozy et aussi douteux que son casier judiciaire, on n'exige pas 100 € de dédommagement. On ne fait pas les gros yeux parce qu'on ne s'estime pas suffisamment payé. On ne se donne pas le droit d'affirmer une sagesse que par notre seule pratique on contredit. Mais ok, pas de problème, c'est pas grave, comme il s'agit d'une pratique informelle et exonérée de tout contrôle, chacun fait comme sa conscience lui dicte. Diagnostic, conseil et prescription, consistant à faire boire aux malheureux et aux malheureuses de l'eau bénite par les soins du thérapeute qui bien souvent ne connaît ni les règles du tajwid, ni la portée et la valeur des paroles divines qu'il récite. Certains contraignent même leurs victimes à boire des litres et des litres d'eau placebo et des potions diurétiques laxatives ou vomitives, leur faisant frôler l'œdème cérébral et l'hyponatrémie. D'autres ont recours au micro et aux parleurs sous prétexte de modernité. Vous comprenez, faut vivre avec son temps. Mais en fait, ils pensent surtout qu'avec un son intense, ils châtieront plus facilement le diable, alors que les seuls véritables diables, ce sont eux. S'ils ne traumatisent pas à vie leurs victimes aliénées et dépossédées de leur réalité physique et psychique, ils ont au moins le mérite, avec leur hurlement, de délester d'au moins 2 choses leurs victimes, à savoir leur argent et leur tympan. D'autres, enfin, même s'il n'y a pas de fin en réalité dans cette histoire, on recourt à une pratique qui devrait faire rugir de colère toute personne sensée, qui est la rokia par la chaleur, le feu ou l'électrocution à coups de taser. Pour ceux qui ne savaient pas, ça existe. Alors, et je finirai avec ça, je m'adresse à toutes les personnes qui se pensent possédées, à tous ceux qui ont un enfant, une femme, un frère, une sœur, qu'ils croient malades. Renseignez-vous sur qui est sérieux ou non. Je le dis haut et fort, l'ignorance est devenue le pire fléau de notre société surconsumériste, impatiente et hystérique. Je sais combien il est facile et économique psychiquement d'externaliser le problème, de faire du djinn le bouc émissaire juif de tous nos maux. Je sais combien on peut se sentir désespéré, fatigué et étranger face à soi-même, mais ce n'est pas en cherchant la solution dans les mains, souvent sales d'ailleurs, de l'autre que vous irez mieux. C'est à vous, avec votre patience et votre introspection, c'est à vous d'agir, à vous de vous confronter à votre propre réalité interne. Le pouvoir du charlatan réside dans le lien pécunier qu'il crée avec vous, mais aussi dans l'espoir que vous mettez en lui, la confiance que vous lui accordez, mais aussi dans l'oubli de 2 choses qui devraient être le pivot de votre vie, à savoir qui vous êtes et qui est votre créateur. Ne courez pas après un guérisseur, mais après le guérisseur. Et s'il vous plaît, devenez les acteurs et les actrices de votre propre guérison. Alors là, franchement, de mieux en mieux, hein, ma chère William. Tu m'étonneras toujours. Un papier très intéressant. Alors Badri, tiens, toi qui parles souvent d'économie, t'es dans les chiffres, tout ça, alors qu'il y a, ça devrait être très très loin de tout ça, de toi, tout ça. Pourtant, qu'est-ce que ça te
Qu'est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que ça t'interpelle ce que vient de dire William, nous expliquer ce monde un petit peu cruel des Eritréens qui est devenu donc effectivement, comme le disait William, un business total. Finalement, on se rapproche de l'économie quand même quelque part. Oui, alors plutôt de l'escroquerie que de l'économie. Voilà, juste simplement rappeler que l'escroquerie c'est passible d'une condamnation. Donc voilà, tout simplement, à partir du moment où il y a des dérives, il faut. Mais très souvent, les personnes étant prises à de la manipulation psychologique, elles ne portent pas plainte. Puis la dépendance affective et la fragilité des personnes, des victimes en fait entre guillemets. Je rejoins parfaitement en fait ton approche, William, et vraiment très bien expliqué. Et je pense qu'en fait il y a un réel problème par rapport à des pseudo raquets là qui se préconisent thérapeutes, psychiatres, psychologues, médecins, et tout en même temps avec des connaissances, enfin voilà, où il n'y a même pas de formation, ni rien du tout, et se substitue en fait aux vrais formés en fait à des personnes qui deviennent des gourous. Voilà, et donc des personnes qui ont vraiment une formation, parce que je pense que c'est important d'insister là-dessus. Il y a une véritable fragilité, on n'est pas dans le déni de ce qui se passe et de forces occultes en action. Maintenant, je pense je travaille justement à mettre en place des choses sur des protocoles thérapeutiques, sur un véritable suivi, un contrôle également de ce qui se passe et de ce que l'offre de thérapeutique qui est mise à disposition des personnes, mais justement avec une approche pluridisciplinaire, de personnes compétentes, de personnes reconnues, avec un collège, créer un collège de multiples horizons en fait de ces différentes professions thérapeutiques, même avec la santé naturelle qui est très intéressante et importante dans ce sujet, avec l'approche de la phytothérapie, thérapie par les plantes, thérapie par les huiles essentielles, qui sont complémentaires. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment un constat dramatique, et encore quelque chose pour lequel il faut remédier en urgence, j'ai envie de dire. Effectivement. Voilà, bien écoute, si des auditeurs souhaitent réagir, qu'ils n'hésitent pas. Pour l'instant, ils réagissent sur la page Facebook. Je suis en train de regarder vite fait, donc on salue Samira et puis d'autres personnes donc qui réagissent par rapport à ce qui a été dit par Karim, donc qui a été salué. D'autres qui disent il ne faut pas toucher à l'Algérie, et donc en l'occurrence à son président, pour faire un peu le résumé. Voilà, donc il y en a pour tout le monde. Et puis voilà, donc n'hésitez pas donc à réagir, bien sûr, sur France Maghreb 2. Avec la page Facebook qui est à votre disposition. Voilà, Milou aussi qui a rejoint. Alors qu'est-ce qu'il dit, tiens, parce qu'il réagit sur son William. Alors, j'entends les litanies de mademoiselle la psychologue qui, pour parler de la haine des musulmans de France, oui, attise, nous évoque Vichy, histoire de penser, la victimisation à l'extrême. Les juifs des années 40 n'ont pas tué 80 personnes lors d'un feu d'artifice et n'ont pas tué 140 personnes lors d'une soirée au nom de leur religion. C'est ce qu'on appelle d'avoir la mémoire sélective. Parler de la vague donc anti-burkini d'été 2016 et oublier les 84 morts du même été. Voilà, parler de vos stupides voiles. Voilà, donc c'est le commentaire donc de cet auditeur qui se prénomme ouais, mais en Milou. fait, ça s'adresse pas à toi en fait. Je crois qu'il s'est trompé de. Oui, ou à toi peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est peut-être toi. Alors voilà. Ouais. Bon, bah, comme ça, t'es baptisé, bisouté, tout ça, dans tous les sens du terme. Voilà, nickel. Allez, dans un instant, on va parler des fichiers S, parce que que peut-on en faire? C'est la question qu'on se pose, parce qu'il y a des mères qui veulent s'en débarrasser, s'ennuyer. Donc on va essayer de répondre à cette question, puis on essaiera aussi de répondre à la question de la proposition de Najat Vallaud-Belkacem qui vise, alors c'est intéressant, à rendre obligatoire l'école aux enfants dès l'âge de 3 ans, alors qu'il est de 6 actuellement, et jusqu'à 18 ans. Proposition faite hier lors d'un déplacement dans un collège parisien. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb de Le Grand Forum, avec des commentaires, beaucoup de commentaires sur la page Facebook. Allez les lire sur la page Facebook France Maghreb 2. Tiens, il y a notamment Abdel Salem qui nous dit super texte sur les pseudo Mouraki. J'approuve totalement. Donc ça c'était par rapport donc
l'avis tranché de William Maghrebi. Alors Samira, t'as été un peu pris à partie tout à l'heure par un auditeur concernant ton avis tranché. Tu souhaites peut-être y répondre rapidement avant qu'on passe au mais fichier très rapidement, S. en fait, encore une fois, à chaque fois en fait qu'on essaye de traiter la question de l'islamophobie ou des points précis, parce que là il s'agissait vraiment de parler d'un événement le 28 août, etc. On nous redit en fait, voilà, il y a eu les attentats, les 80 morts, etc., etc. Les 80 morts, on a fait le deuil. Moi-même, j'ai été je pense beaucoup en France ont été très touchés par les attentats, les morts qu'on a eus. Et on les partage et on a eu c'est un deuil partagé. Maintenant d'envoyer cet argument encore une fois pour banaliser ou encore une fois diminuer l'impact des propos que j'ai pu avoir et qui en plus n'allaient même pas dans le sens de la stigmatisation de cet acte qui au contraire allait un petit peu à contre-courant pour montrer que cette personne, ce restaurateur qui avait refusé 2 femmes voilées c'était justement excusé. Je pense qu'à un moment donné, bon voilà quoi, je veux bien que la personne donne son avis et puis qui manque de respect enfin en disant c'est fichu voile. Je pense qu'à un moment donné, le respect doit être mutuel. Si on appelle au respect, à l'amour et tout, je pense que c'est dans un partage et non pas encore une fois dans les deux sens. Voilà. Alors, on va parler un peu des fichiers S, Badri, William et donc Samira. Et vous, chers amis auditeurs, parce qu'on entend souvent parler de ces fameux fichiers S. Et d'ailleurs, vous avez remarqué quand il y a malheureusement des attentats, on s'aperçoit que ces individus sont la plupart d'ailleurs fichiers S. Alors, on va peut-être rappeler, William pour le faire, rappeler qu'est-ce que une personne qui est fichée S. Alors, une fiche S, c'est une fiche signalétique du fichier des personnes recherchées. La lettre S, c'est l'abréviation de sûreté de l'État. Les fiches S sont principalement émises par la Direction générale de la sécurité intérieure. La fiche S, elle est subdivisée en différents niveaux, qui est matérialisée par des chiffres qui vont de 1 à 16. Mais en fait, ce chiffre, il correspond pas en réalité à la dangerosité de la personne, mais plutôt à l'action que l'État doit mettre en place vis-à-vis de ces personnes qui sont contrôlées. Ouais. Petite information, Mohamed Merah, il était fiché S numéro 5. D'accord. Voilà. Alors dans les fichiers S, on y met aussi un peu tout. Alors oui, il y a des hooligans, par exemple. Exactement. Les fichiers S sont pas juste les potentiels terroristes islamistes. Il y a également des partis du travailleur du Kurdistan. Il y a la Ligue des mouvements Tamoult. Il y a les écologistes zadistes. Il y a les hooligans. Il y a les membres des Black Blocs, mais d'autres membres d'extrême droite ou d'extrême gauche. Alors comment fait-on pour parce que en rapport avec la proposition d'un maire, celui d'Évreux, qui veut lui s'en débarrasser, peut-on d'abord le faire, se débarrasser des fichiers S, Badri? T'as ton idée sur la question? Pas vraiment d'idée, mais je pense que c'est assez compliqué, tout simplement parce qu'on est dans un état de droit et que on ne juge pas de l'intention des gens, mais de leurs actes. Et tant qu'ils n'ont pas commis d'actes, on va dire hors la loi, c'est très compliqué. Alors ça sert à quoi des fichiers S si on n'est pas capable de savoir s'ils vont ou pas passer à l'acte, si il faut surveiller de près ou de loin ses intentions, etc. Quel est l'intérêt? Alors pour ma part, Samira. je peux oui. J'aimerais en fait citer juste la phrase du procureur de la République François Molin justement en septembre 2016 par rapport à cette question de vouloir placer en détention les individus fichés S. Il explique, et donc ça rejoint ce que Badri vient de dire, il ne peut y avoir de détention préventive en dehors d'une procédure pénale. C'est le socle de l'état de droit. On ne peut pas détenir quelqu'un avant qu'il ait commis une infraction. Et alors en fait, pour répondre un petit peu à ta question, je pense qu'il faut poser en fait une autre question qui pas de problème. Voilà, qui est en fait l'argument sécuritaire peut-il tout justifier et comment parce que là, je vais poser également une autre question. La sécurité est évidemment une priorité. Maintenant, comment mettre en place cet aspect de la sécurité avec la balance sur la question des libertés fondamentales, l'état de droit, et puis également des infractions qui ne sont pas encore commises, mais avec un profil qui amène en fait une population à être plus facilement
cible de certains recruteurs. C'est ce qui a été dit justement au séminaire à la journée d'études en fait à Bruxelles. Et donc en fait comment prévenir quelque chose alors que les personnes ne sont pas passées à l'acte et donc de passer en fait d'une procédure pénale qui serait préventive mais qui serait alors très problématique d'avoir des Guantanamo à la française. Pour revenir à ce que tu disais, Christophe, Bernard Cazeneuve disait exactement. Ce sont des fiches de renseignement, ce ne sont pas des mandats d'arrêt international. On n'arrête pas les gens sur la base d'une fiche S. C'est un dispositif qui permet de suivre le comportement de gens qui n'ont commis aucune infraction pénale, mais qui peuvent en commettre une. Donc, en gros, c'est assez vaste et flou quand même. Voilà, cette histoire. C'est ça. C'est simplement une fiche dans le cas où on veut savoir si ça vaut le coup ou pas de lever le doute sur le fait de mettre ou pas des moyens opérationnels très lourds vis-à-vis d'une personne. On se souvient d'ailleurs que un journaliste de BFM TV avait une fiche S et donc il s'est fait licencier par la chaîne. Voilà, on s'est aperçu et on a appris qu'il était fiché S. Alors il y a aussi le problème des assignés à résidence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après les attentats de novembre 2015, il y a eu beaucoup d'assignés. Beaucoup pour un résultat finalement assez peu glorifiant dans le sens où sur 3000 et quelques personnes, vous avez eu que 5 mises en examen par exemple. On rappelle quand même ce que veut dire être assigné à résidence, ça veut dire être bloqué à domicile ou de pas sortir dans la ville dans laquelle on réside et d'aller pointer. Alors c'est par exemple 3 à 4 fois par jour au commissariat. Et donc ce sont des gens qui ont pour la plupart des cas, parce que pour avoir fait une émission là-dessus, perdu leur emploi, qui ont aussi pour certains d'entre eux divorcé et qui ont coupé tout lien avec leur famille. Voilà dans quelle situation, sur la base de la suspicion, on a mis des gens, si vous voulez, donc dans des situations intéressantes. Alors il y en a qui vont me dire oui mais alors d'accord mais il faut bien faire quand même quelque chose et essayer peut-être d'arrêter les gens qui s'apprêtent à commettre donc un acte terroriste. Les renseignements sont là pour ça. Je veux dire, le renseignement intérieur, il est là pour ça. Il est là pour surveiller quand même. On sait que les renseignements savent tout sur tout le monde. Donc, observe avec ces fameuses fichiers S, peut-être de manière discrète, les personnes en question. Pas tant que ça résiste. Il y a peut-être est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver pour que on ne soit pas dans la suspicion permanente et en même temps essayer d'être vigilant. Christophe, est-ce que tu as entendu parler, je sais pas si on peut en parler là, du maire donc d'Évreux, oui, Guy Lefranc qui réclame donc que toutes les fiches S soient expulsées de sa ville. Oui, le maire d'Évreux. Donc il demande à être informé de toutes les personnes qui sont fichées S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers une chasse aux sorcières? Ça y ressemble en tout cas, oui. On va vers une chasse aux sorcières et on se rapproche du régime de Vichy, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'en fait il y a aussi un autre point concernant la question de ces fiches, ce fichier S. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait c'est une population assez hétérogène au final, parce que on a des. Ça on a tendance à l'oublier. Ultra écolo. Parce que le fichier S c'est tout de suite assimilé à. Mais justement, je pense que le maire d'Évreux, quand il dit ça, il a pas peur des hooligans ou des membres d'ultra-droite. Voilà, et donc ça pose la question encore une fois de quelle population cible on parle. Et encore une fois en fait finalement quels sont les actes dont on a envie de faire la prévention. Et là je pense qu'on est clairement, même si c'est pas dit, on parle du terrorisme. Et là je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus générale sur la question de la violence, ses origines, ses manifestations. Et également en fait Olivier Clerc a écrit un très bon livre là-dessus en expliquant ce qu'il en est dans Le Tigre et l'araignée, en expliquant qu'en fait on se focalise sur une violence de type tigre, c'est-à-dire qui est visible, explosive, la question du terrorisme, mais il y a tout un tas de choses en fait qui se font en mode araignée. L'araignée donc c'est plus sournois, avec quelque chose qui s'étend plus dans le temps, avec quelque chose de sournois, et finalement je pense que la prévention doit travailler sur cet aspect obscur de ce qui va amener ces personnes fichées S à passer à l'acte terroriste. Juste pour revenir sur ce que tu disais, Samira, le Premier ministre donc Manuel Valls a affirmé donc le 24 novembre 2015 que sur les 20 000 personnes qui faisaient l'objet d'une fiche S en France, plus de 10 500 appartiennent à une mouvance supposée islamiste quand même. Ça fait la moitié. Ça fait la moitié. Bon, voilà. Donc ça a été dit. C'est ça.
Est-ce que vous savez tous parler l'anglais autour de cette table? Little. Parce qu'on a une prof d'anglais avec nous qui s'appelle Salima. Bonjour Salima. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir pris mon appel. Alors moi je vais faire du hors-sujet. Je voulais savoir ce que nos invités pensaient de l'annonce de Vallaud Belkacem concernant l'école obligatoire de 3 ans jusqu'à 18 ans. Eh ben on y vient justement, Salima. Tu bouges pas parce que je voulais en parler. Ça fait partie d'ailleurs du sujet que je souhaitais traiter avec Badri Ouihem et Samira. Et il s'agit donc de rendre obligatoire la scolarité donc de 3 à 18 ans et non de 6 à 16 ans, pardon, comme c'est le cas en ce moment. La ministre donc de l'Éducation nationale l'avait dit le week-end dernier. Ce mercredi, elle a expliqué sa proposition lors d'un déplacement dans un collège de Créteil près de Paris. Voilà son argumentaire. Najat Vallaud-Belkacem au micro d'Europe 1. Écoutez, on en reparle. À partir du moment où, de fait, certains élèves, à partir de 16 ans, ont des solutions professionnelles, d'apprentissage, de service civique, il ne s'agit pas d'imposer à ces élèves de revenir sur les bancs de l'école si la solution qu'ils ont est satisfaisante en termes de qualification, en termes de marché du travail. Donc il s'agit simplement de prendre en charge véritablement ceux qui n'ont pas de solution et de se l'imposer comme une obligation pour les pouvoirs publics. Ça, ce sont les arguments avancés de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, à propos de cette proposition donc de modifier les âges de la scolarité obligatoire. Salima, d'abord, intéressant peut-être d'avoir le point de vue d'une prof en collège. Oui. Moi, en fait, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une fois de plus, ils savent qu'ils ont, depuis qu'ils sont au gouvernement, ils savent qu'ils ont quand même perdu pas mal, on va dire, de sympathisants du côté des profs. Donc, ils essaient un petit peu de se raccrocher aux branches par des annonces, comme aujourd'hui l'annonce de création de plusieurs postes, alors qu'on sait que c'est du vent et que les problèmes sont ailleurs. Moi, pour mon expérience personnelle, je sais que aujourd'hui, le redoublement est interdit parce que ça revient très cher. Ils ont constaté que c'était pas forcément très efficace pour certains élèves, et je trouve pas que ce soit une solution parce que c'est les garder davantage sur les bancs de l'école. Et Dieu sait que nous, par exemple, au collège, nous avons déjà dès la 6e certains élèves qui ont déjà de gros soucis au niveau de la lecture, mais vraiment les bases, tout ce qu'on appelle le socle commun. Et donc, entre guillemets, je mets entre plusieurs guillemets, on se les traîne comme ça jusqu'en 3e, donc on les fait passer de classe en classe. Ils traînent leurs lacunes avec eux, et puis dès la 6e, on voit que ces enfants vont souffrir parce que l'école, c'est pas leur centre d'intérêt. Il peut y avoir une situation familiale compliquée. Et honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est vraiment masquer les problèmes, et je pense pas que ce soit une solution. Alors c'est vrai que c'est très marginalisé, mais il y a certains Français qui ont choisi de ne pas mettre leurs enfants à la maternelle parce que ce n'est pas obligatoire. J'en ai même entendu dire de toute façon ils font rien à l'école, donc autant qu'ils restent à la maison. Ce qui est largement faux parce qu'ils apprennent même en maternelle, ils commencent à apprendre même ne serait-ce qu'à écrire et à lire. Donc voilà, c'est peut-être pour répondre à cette petite encore une fois minorité de personnes qui décident effectivement, et peut-être aussi pour répondre à une problématique. Vous êtes tous passés par les conseillers d'orientation dans les collèges. De désorientation. Oui, de désorientation, puisque quand tu t'appelles Ali ou Ahmed, c'est souvent plomberie, électricité, garagiste qui t'est proposé plutôt que de faire des études supérieures en économie. Voilà, donc si vous voulez, c'est peut-être aussi pour inciter les jeunes qui sont peut-être en perte de scolarité donc, et peut-être d'essayer de leur trouver une voie qui les conviendrait, qu'ils puissent obtenir des diplômes, parce que malheureusement il y a que ça qui fait qu'aujourd'hui on va y arriver. Je ne pense pas que les garder en classe, parce que moi je le vis depuis que j'enseigne, ce soit vraiment une solution, parce que certains élèves vivent vraiment l'enseignement comme un boulet, comme une corvée, ou certains vont venir au collège parce qu'ils sont contents de retrouver les camarades, et ça leur permet aussi d'oublier parfois les problèmes qu'ils peuvent avoir à la maison. Oui, c'est vrai que le couperet tombe à partir de la 3e. La question qui se pose, est-ce que je vais en lycée professionnel ou est-ce que je vais en lycée général? Et parfois, parce que j'avais également enseigné en lycée professionnel, et nos élèves de professionnel trouvaient beaucoup plus rapidement une profession que ceux qui se dirigeaient vers le général et qui à un moment donné se retrouvaient à la fac sans vraiment savoir faire, sans vraiment savoir faire grand chose, ou en se disant je vais faire ça, j'aurai une bourse, ou je vais faire psycho, ou je vais faire sociaux, et
sans vouloir manquer de respect à William, bien sûr. Il y a de très bons psychologues, mais c'était pour certains élèves, c'est vraiment parfois une voie de garage, et nos élèves du pro, après le bac pro, allaient en BTS et trouvaient un travail beaucoup plus rapidement que nos élèves qui passaient par le général et ensuite perdaient leur temps à l'université. Bah écoute, merci en tout cas Salima de nous avoir donné votre point de vue, très intéressant en tant que professeur, et puis on sera peut-être amené à en reparler de cette proposition ou pas d'ailleurs, parce qu'elle va peut-être partir dans les oubliettes, celle-ci. Merci. On va demander, merci Salima, on va peut-être demander à Badrus ce qu'il en pense, lui, le fait de rendre obligatoire la scolarité, l'école pour les enfants français de 3 ans à 18 ans et non pas de 6 ans à 16 ans comme c'est le cas aujourd'hui. C'est une proposition sérieuse. Alors de 3 à 6 ans, bon, ça peut se discuter. De 16 à 18 ans, je pense que ça peut être intéressant parce que pour ce cas-là, en fait, j'étais jusqu'à récemment président d'une mission locale intercommunale et on travaillait sur la question du décrochage scolaire. Donc, on travaillait avec l'Éducation nationale. On a travaillé avec des organismes de formation et sur l'année 2015, on a accompagné sur 314 jeunes, on a accompagné 214 jeunes vers la voie du raccrochage. Alors, et ça marche ? Alors on essaie de faire. Alors le sujet, c'est que il n'y a pas qu'une seule voie. Ça peut être de la rescolarisation, ça peut être aussi de la formation professionnelle, de l'apprentissage, ça peut être du service civique. L'idée, c'est de ne pas laisser les jeunes à la rue, quoi. Exactement, à la rue. Donc là, on travaille avec l'ensemble des acteurs. Il y a plutôt un travail d'accompagnement plus que de rendre une chose obligatoire à faire. Voilà. Hein, Samira, William, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Et puis en plus, il y a des chiffres en fait qui expliquent comment 110 000 jeunes en fait sortent de la fin de 3e sans rien, et parmi ces 110 000 élèves du collège, on a 14 à 20% de ces élèves qui entrent en 6e sans maîtriser la lecture et l'écriture. Ça c'est un drame. Donc voilà, un véritable drame. Je pense que ce qui provoque vraiment le décrochage scolaire, quand il est visible en fait au collège, les trames de ce qui a amené à ça ont été mises en place bien avant, et à la sortie du primaire déjà il y a vraiment un problème. Donc rallonger et rendre obligatoire en fait ce rallongement de la durée scolaire, je pense que c'est pas pertinent, mais la pertinence c'est de travailler sur le temps de la scolarisation et d'améliorer en fait les programmes et de prévenir le décrochage. 17h45, il faut qu'on avance. Le temps passe, c'est l'heure des coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors pas falloir faire des avis comme tout à l'heure de 7 minutes. On n'a vraiment pas le temps. Il va falloir être rapide. Allez, on va commencer. Tiens, par la moins disciplinée du groupe parce qu'elle a été la plus longue. Samira. D'accord. Bon, en même temps, c'est ma première journée. Pour l'avis de coup de cœur, je vais être assez brève. Il s'agit de l'association Un autre regard sur l'autisme, qui a pour objet justement de travailler pour faire évoluer l'enfant autiste. Donc, c'est une association à Longjumeau, sensibiliser les familles et être un véritable soutien. Le coup de cœur, c'est un projet d'action pour apporter des fonds à cette association, et j'ai trouvé ça intéressant. Le concept, c'est caloritatif. Donc, c'est la combinaison du mot calorie et caritatif, concept dont l'auteur est Miloud Bougalem, qui est protégé par l'INPI. Et ce concept, c'est très simple. C'est l'idée de créer une banque de calories virtuelle où chaque calorie brûlée à l'occasion d'épreuves sportives sera comptabilisée et qui seront mises en vente symboliquement au prix de 1 € la calorie lors de la soirée caritative qui clôturera ces épreuves sportives. Et ces sportifs ont été recrutés parmi justement des personnalités également de la musique et d'autres. Et donc l'entrée à ce gala est complètement gratuite. L'objectif est de récolter des fonds par la vente de ces calories dans cette banque virtuelle. Cet événement aura lieu le 22 octobre. Et donc voilà. Donc j'ai trouvé cet événement extrêmement intéressant. 22 octobre 2016 de 19h30 à 22h30 au théâtre de Longjumeau. Voilà, bah ça c'est bien. Voilà. Parfait, Samira. On va voir si notre ami Padri est tout aussi discipliné. C'est parti. Alors, le concept Nos ancêtres les Gaulois étant en vogue aujourd'hui, je vous propose en fait un ouvrage intitulé La guerre des Gaules, donc notamment comprenant les livres de 1 à 8, écrit par Jules César lui-même, aux éditions Vassad. Alors,
c'est un ouvrage alors qui est écrit par Jules César, donc forcément par le vainqueur de la guerre des Gaules, mais son regard est intéressant parce qu'il décrit la Gaule comme étant non pas un bloc monolithique, monochrome, monoculturel, mais comme étant non plus une nation. Ce qu'il explique en fait, c'est que tous les peuples de Gaule diffèrent entre eux par la langue, par les coutumes, par les lois. Et que donc la Gaule était vraiment hétéroclite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on observe la façon dont était pensée la Gaule, donc bien plus grande que le territoire français d'aujourd'hui. Il allait de la Gallia cisalpine, c'est-à-dire le nord de l'Italie, à la Gallia transalpine, avec notamment la Belgique, la Gaule celtique, l'Aquitaine, etc. Et qui était composé de tribus, les Allobroges, les Arvernes, les Sécanes, les Éduins, les Bituriges, les Ligons, les Parisis, les Sénons, les Redons. Voilà, donc c'est très très riche d'informations et ça permet de sortir de la simplicité que nous en font les politiques d'aujourd'hui. On rappelle le titre de l'ouvrage ? La guerre des Gaules par Jules César aux éditions Vassad. Parfait, ça c'est bon et on pourrait en envoyer un exemplaire à Sarko. Allez, on va terminer et là j'ai un peu peur parce que je sais pas de quoi on va parler. Elle a pas voulu me révéler. Non. William Maghrebi pour son coup de cœur. Alors mon coup de cœur d'aujourd'hui est un peu spécial, c'est un peu différent d'habitude. J'ai voulu mettre en lumière pour une fois un homme, un grand homme que j'estime beaucoup et pour lequel j'ai un immense respect. Donc il est âgé d'environ une 40aine d'années. Il est marié à la seule élue de son cœur depuis ses 24 ans. C'est un excellent époux et un excellent chef de famille. Il est papa d'un brillant adolescent de 15 ans. C'est un homme plein de sagesse qui se remet sans cesse en question et qui interroge. Il s'est mis un point d'honneur à donner la parole à tous et à s'intéresser vraiment à ce qu'ils pensent. Il sait trouver les mots justes et saisir avec intuition les silences et les non-dits. Il voit à travers les gens qui se confient à lui comme dans un livre ouvert. Au-delà des apparences, des faux semblants, au-delà des hypocrisies, il comprend sincèrement la nature humaine. Il aime les autres sans jamais se mettre en avant. Mon coup de cœur est une personne disponible, sympathique et empathique. C'est un militant, un combattant dans l'âme pour ses idées, pour ce qui lui semble juste. C'est un homme qui n'a jamais ménagé au cours de sa vie ses efforts. Sa voix rauque et son cœur tendre font de lui un être unique et qui force l'admiration, en tout cas mon admiration. Ce virtuose des mots, simple et généreux, curieux de tout et plein de bagou, a donné toute sa valeur et sa portée au slogan « Ensemble, toute génération » de France Maghreb 2, dont il est à mon sens la figure de proue, poumon de l'antenne, incontournable pilier et maître d'orchestre chaque jour depuis 10 ans du Grand Forum, toujours accompagné de son fidèle chien Anouk et secondé par la belle et délicieuse Sophia. Cet homme qui a ouvert sa porte et a mis son micro à disposition de nombreuses personnes, des personnes telles que moi. Depuis la rentrée, il s'est entouré de chroniqueurs de tout âge et de tout horizon, constituant ainsi la France Maghreb Family. Il aurait pu être mon psy, mon coach, et pour certains de l'équipe que je ne désignerai pas un psychiatre, mon coup de cœur d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est toi Christophe. Un hadith dit, n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala celui qui n'a pas remercié la créature. Alors je le dis tout haut et aux oreilles de toute la France, merci d'être celui que tu es tout simplement. Le fait que tu n'étais pas au courant du sujet de mon coup de cœur illustre bien la confiance et la bienveillance dont tu fais preuve vis-à-vis de nous tous, donc encore merci. Et je finirai avec ces paroles du renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui disait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Merci beaucoup William, ça me touche profondément. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et pour finir, après toutes ces émotions, il faut s'en remettre quand même. Merci beaucoup encore William, ça m'a touché profondément. Et je salue toute l'équipe et fier de vous avoir à mes côtés tous les jours et de vous donner la parole. Vous voyez qu'il y a une diversité qui s'exprime dans cette émission et c'est formidable. Et Samira est la toute nouvelle recrue là de la team du Grand Forum, j'en suis ravi et fier de t'accueillir parmi nous Samira. Et chacun et chacune vont apporter
des choses pour que chacun et chacune puisse se faire des positions sur un sujet, enfin des sujets, puis surtout apporter des regards auxquels on ne pense pas et puis faire fleurir, j'allais dire, cette communauté de par les génies et les idées qui vont transparaître au travers de cette émission. Merci encore, William. Merci Christophe. Je souhaitais apporter un petit message personnel, donc un bonjour en particulier à Alal, donc le beau gosse apparemment de Sévar Roissy. Donc big up à toi Alal, et puis attention à ma cousine, prends-en soin s'il te plaît. C'est le petit message personnel que je tenais à te faire passer. Alors pour finir, c'est le j'aime ou j'aime pas dans cette émission. Un petit peu donc au principe du des réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. On a notre fil d'actualité et puis on aime. Alors on a la possibilité de dire j'aime pas, ou alors je m'en fous aussi. Il y a cette petite nouveauté. Et puis expliquer quand même en 2 mots. Belgique RSFC, on parle du président tunisien qui a déclaré que la Tunisie possède une petite surface mais un grand rayonnement, et il a rajouté: nous avons besoin du soutien de la part des pays frères. J'aime ou j'aime pas? J'aime aussi. Bon, à l'unanimité donc sur le coup. Ouais. Le président El-Sisi, le président égyptien, a déclaré à l'ONU que Israël devrait aller vers la voie de la paix avec les Palestiniens. Franchement, on s'en fiche, ça fait bien des décennies qu'on entend ce genre. Une énième annonce. Oui, j'aimerais bien demander comment. Ouais. Donc on s'en fout? Oui, j'aime pas. Voilà, ouais. ok. Alors écoutez bien celle-là. Dans un tweet, le fils de Donald Trump a comparé les réfugiés syriens à des bombes empoisonnées et a déclenché évidemment une polémique. J'aime pas. Évidemment, on n'aime pas. Ouais. Par contre, ils aiment bien leur vendre leurs bombes à eux. Bien. Bon tac, ça va. Je pense juste un mot sur Donald Trump. Je pense que c'est vraiment un personnage dangereux. Il est entouré de gens d'une virulence raciste extrême. Voilà. Donc c'est un candidat dangereux. Je dis pas que la candidate démocrate est meilleure, elle fait partie de l'establishment, etc. Donc c'est 2 candidats qui sont pas forcément que je veux pas forcément soutenir, mais en tout cas Donald Trump est me semble-t-il assez dangereux. Et son fils est son digne héritier. Visiblement. Gaza, ou alors 15 femmes vont tenter de franchir le blocus de Gaza. En effet, ils sont partis en direction de Gaza sur 2 bateaux, et ce sont 15 militantes qui sont présentes sur ces 2 bateaux qui vont tenter, comme ce fut le cas, on s'en souvient d'ailleurs, de manière meurtrière en 2010 avec la flottille turque, de franchir le blocus de Gaza. J'aime ou j'aime pas? J'aime mais inquiète. J'aime également, par inquiétude partagée. J'aime, elles sont courageuses. Bravo à elle. Eh oui. On va en Suisse maintenant, où l'obligation, écoutez bien, aux élèves de serrer la main des professeurs. Ça a été confirmé. Eh bien, si les élèves refusent, comme ce fut le cas dans certains cas, la sanction est de rigueur. J'aime ou j'aime pas? J'aime pas. J'aime pas, pourquoi? Absolument pas. Parce que ça relève de la liberté de chacun. Je vois pas comment on peut imposer à une personne à un enfant de serrer la main à un adulte s'il en a pas envie. Enfin, je comprends pas là. Je vois pas l'intérêt. Est-ce que c'est pour c'est pour discriminer les enfants qui seraient un peu trop fanatiques dans leur pratique, ou c'est quoi le but en fait? Je comprends pas. Non, et puis encore une fois, reposer la question, quel est le vrai but de l'école en fait? Oui, c'est ça. On a envie de former ces jeunes dans l'ouverture à la société, ou à leur apprendre à être de vrais pantins. Enfin voilà. Je veux bien le fait de se lever de classe quand un enseignant ou un directeur rentre, parce que c'est un signe de respect. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais imposer de serrer la main, je reste dubitatif quand même. Badri, t'aimes ou t'aimes pas? Tu t'en fous? Ouais, je m'en fiche un peu. Non, c'est pas que je m'en fiche, c'est que d'abord je veux comprendre l'objectif pédagogique. Quand on met en place une procédure comme celle-ci, il faut en comprendre les finalités. Et deuxièmement, si c'est utile, pourquoi pas. Si ça n'a pas de signification en dehors du fait de mettre à l'index certains enfants, là ça pose d'autres problèmes. Allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Selon Nicolas Sarkozy, la France a besoin de médias orientés un peu plus comme Valeurs Actuelles et un peu moins comme France Télévisions. Et il a rajouté: j'ai torpillé Léa Salamé la semaine dernière sur France 2. J'aime ou j'aime pas? Bon, à fond la fabrication du consentement de Noam Chomsky, je pense que Nicolas Sarkozy confirme encore une fois que nos médias ne sont pas du tout indépendants, mais bien orientés. Et quand il dit orientés
Voilà, on comprend un petit peu la on sait un peu de quoi ça s'agit à l'heure actuelle. Moi, à chaque fois que Nicolas Sarkozy dit une bêtise, j'aime, parce qu'il ne fait que se dénoncer lui-même dans sa bêtise. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est je sais pas combien de temps il va tenir comme ça. Ah bah pour l'instant ça tient. Peut-être jusqu'au 27 novembre, deuxième tour de la primaire. On est au début de la campagne. Il va tenir. Il va tenir, je suis confiante, c'est sa personnalité. Ouais. Sachez qu'il y aura 3 débats et le premier donc des primaires, ils seront 7. Donc à se disputer la place sera le 13 octobre sur TF1 avec, je vous rappelle, cette information qu'on vous donnait donc avant-hier. Le tirage au sort a été effectué. Celui qui passera en premier est Jean-François Copé, en dernier Alain Juppé. Et ils auront une minute pour s'exprimer sur 2 thématiques, dont la première thématique, je vous le donne en mille, le Proche-Orient, l'islam, l'insécurité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un truc dans le genre quoi. Et puis là par contre, deuxième thématique, l'économie, l'emploi, le chômage et la fonction publique. Tout ça on a. Oui, en une émission, donc ça promet en tout cas. Merci beaucoup William Maghrebi, à double titre d'ailleurs, même triple titre d'ailleurs. Et à très vite, heureux de te retrouver au plus vite. Merci. Samira, bienvenue dans l'équipe. Merci. Je te le dis officiellement, Samira Carrois donc qui nous a rejoint. Et Badri, à très vite mon ami. À très bientôt, merci. Merci beaucoup, ce fut très agréable et intéressant encore une fois aujourd'hui. Et demain on sera en compagnie de Maïssa Leroy et de Amou Bouakaz et on s'attardera un petit peu plus avec Tarek Mami qui fera la gentillesse de venir un petit peu exposer ce fameux rapport dont Amou Bouakaz d'ailleurs avait fait écho sur cette même antenne 1 semaine et demie avant. Sur ce rapport donc sur la pratique de l'islam en France ou de France comme vous voulez, on sait plus, on s'y perd dans les termes, publié donc par l'Institut Montaigne dimanche dernier. Tarek Mami a épluché le rapport, on en reparlera avec lui donc demain 17h, il sera notre invité principal dans cette émission. Maïssa Leroy, Amou Bouakaz et moi-même pour vous accompagner demain. Bonne soirée tout le monde, le grand forum continue dans un instant avec Amar pour parler d'un philosophe pakistanais. 18h02, le rappel de l'actualité, Marine Garel, bonsoir Marine. Ouvre en effet l'achat de 36 avions de combat, vente estimée à 8 milliards d'euros quand même. Donc c'est une vente qui a eu du mal à se faire. Ça a mis près d'1 an et demi pour les négociations. Enfin c'est officiel. Donc pour la France, bonne nouvelle pour donc l'économie française. C'est peut-être pas une bonne nouvelle, on verra en tout cas tout à l'heure avec vous, chers amis auditeurs. On va commencer évidemment comme d'accoutumé cette émission par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé comme à la radio ainsi que sur internet et aussi dans les meetings, puisque Sarkozy une nouvelle fois était en meeting et il a réagi à l'éruption de militants gabonais au cri de Sarkozy viens chercher Ali. Voici la réaction de Nicolas Sarkozy en plein meeting hier soir. Ici c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon. Ici on parle de la France. Réponse donc de Nicolas Sarkozy aux militants gabonais venus hier soir perturber son meeting dans le nord de la France. Scène assez rare en Ligue 1, on parle de foot. Ça s'est passé hier soir sur Beansport à l'occasion du match Lyon-Montpellier, victoire de Lyon d'ailleurs 5-1. À la mi-temps du match, le milieu lyonnais est interrogé lorsque surgit le gardien montpelliérain, vexé du carton rouge. Voici ce qui s'est passé en direct sur Beansport. Vous faites le nécessaire, c'est vrai qu'il y a ce carton rouge pour les Montpelliérains, mais vous avez su rester patient et revenir dans cette rencontre. Ouais, ça, on a très mal commencé le match, on a encaissé ce but très tôt. Après, ils ont pris ce carton rouge qui nous a facilité un peu les choses. Ouais, je suis blessé, ouais. Ouais, j'ai mal. C'est bon, tu t'affiches, frère. Non, mais je m'en bats les couilles, tu t'affiches. Coco, c'est bon. Ouais, je vais prendre... Ouais. Ah, le direct peut parfois jouer des tours. On va parler maintenant de la famille Chirac. Vous le savez, Bernadette Chirac a été hospitalisée hier à la Pitié-Salpêtrière, tout comme d'ailleurs l'ancien président Jacques Chirac, qui est dans un état grave, rappelons-le. Christine Boutin, ancienne ministre, a eu ce geste peu élégant hier sur Twitter. Yann Barthès de l'émission Quotidien sur TMC raconte ce qui s'est passé hier autour de la fausse information, ou plutôt de la rumeur relayée par Christine Boutin. Aux alentours de 11h, toutes les rédactions, y compris la nôtre, se sont excitées autour d'une rumeur de la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Mais genre Pujadas était au maquillage, quoi. Cette rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux, mais n'a à aucun moment été validée par quelqu'un d'officiel. Et tout d'un coup,
Tadam ! La meilleure d'entre nous, Christine Boutin, ancienne ministre, a pris son téléphone et a tweeté ceci. Mort de #Chirac. Bon alors nous passerons sur la formule un peu classe de l'annonce de la mort de quelqu'un, mort de #Chirac. À partir du moment où une ancienne ministre tweet ça, ça devient une info un peu plus avancée qu'une rumeur, sauf qu'à peine 10 minutes plus tard, la famille de Jacques Chirac a dû envoyer ce démenti à l'AFP. Il était 12h18. Chirac, toujours hospitalisé, sa famille demande qu'on respecte sa tranquillité. J'ai envie de dire, oups. Alors nous avons contacté Christine Boutin juste après son tweet pour savoir comment elle avait eu l'info. Écoutez bien ce qu'elle dit. Oui, allô Madame Boutin ? Oui. Oui, bonjour, je suis Azia Metchaou, journaliste pour Quotidien. Je voulais faire un point avec vous sur l'état de santé de Jacques Chirac. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai cette information, je crois qu'elle est vraie, mais j'ai rien de plus à vous dire. C'était à midi. Je crois que l'information est vraie. Christine Boutin, ancienne ministre, envoie mort de #Chirac alors qu'elle croit qu'il est mort. Mais Boutin est une véritable agence de presse qui s'appelle Breaking Boutin. Ahmed Chaouch a trouvé Christine Boutin tout à l'heure, c'était en milieu d'après-midi, c'était à Paris. Un petit mot s'il vous plaît sur votre tweet sur l'état de santé de Jacques Chirac, Madame Boutin. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot? J'ai donné une information, je ne vous donnerai pas ma source comme vous ne le faites jamais. J'ai eu une information qui a été reprise du reste par d'autres journalistes. Je n'ai rien de plus à dire. Voilà. À l'AFP, le gendre... Écoutez monsieur, je vous demande d'arrêter. Je vous ai répondu, j'ai donné une information. Cette information, je l'ai eue de source sûre. Vous n'êtes pas allé trop vite? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à vous ou c'est pas à la famille de donner ce genre d'informations? Parce que ça peut, même si c'est obsédé, ça peut empêcher. Et vous les journalistes? Gilles Boyer, le conseiller spécial d'Alain Juppé, il a dit mort de la dignité. En parlant de votre tweet. C'est bien l'État. Votre tweet n'a pas forcément été bien reçu par beaucoup de proches de Jacques Chirac. Quelle est votre réaction? C'est vrai, je ne fais que relayer, hein, c'est pas moi. Mais laissez-moi tranquille. Je suis libre de m'exprimer, j'ai une information, je la donne, point final. Voilà, c'est tout. Et pour soutenir cette nouvelle agence de presse qui est Breaking Boutin, nous allons tout de suite envoyer un tweet. Toi, dans l'avis tranché. Alors, mon avis tranché d'aujourd'hui portera sur la question des Rokia, du business qui l'engendre, mais aussi du charlatanisme qui l'accompagne. Oula, d'accord, ça va être chaud. Samira, pour ton premier avis tranché, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, c'est un thème d'actualité, d'islamophobie, avec un cas particulier que j'aimerais aborder avec vous, notamment de ce qui s'est passé un petit peu au mois d'août à Tremblay-en-France. 2016. Très bien. Très bien. Les coups de cœur. Alors, le coup de cœur de Monsieur Badri. Alors, le coup de cœur, c'est un ouvrage qui s'appelle La guerre des Gaules. Ouais. C'est tendance en ce moment. Exactement. Donc, c'est l'idée du jour parce que effectivement, on a tendance à revenir très souvent vers ce principe, nos ancêtres les Gaulois. Et là, l'idée, c'est de dire que la Gaule, effectivement, un bloc qui n'était pas forcément pas monolithique, qui était très diversifié, pas monoculturel, pas monochrome, etc. Et voilà, c'est de refaire une introspection sur, en tout cas, remettre les choses dans leur contexte. Ouais, voilà. William, le coup de cœur. Alors, exceptionnellement, je ne dévoilerai pas mon coup de cœur en début d'émission. C'est une surprise. Samira. Oui. Alors, mon coup de cœur, c'est sur en fait un événement qui est organisé par une association que je trouve formidable, un autre regard sur l'autisme à Longjumeau. Très bien. Voilà. Bon, donc, très bien. Dirai plus tout à l'heure. Alors, de quoi allons-nous parler avec vous et avec vous, chers auditeurs? Vous avez la possibilité, je le rappelle, de nous appeler au 08 92 23 99 50 par mail lgf@francemaghreb2.fr, mobile répondeur 06 18 21 56 41, aussi réagir sur la page Facebook France Maghreb 2. Les fichiers S qui sont de nouveau à l'actualité après les déclarations d'un maire, le maire d'Évreux, qui veut carrément s'en débarrasser des fichiers S. Alors on va essayer de comprendre que peut-on faire justement avec ces fichiers S, quelles sont les réponses à apporter à cette problématique, parce qu'ils sont de plus en plus. D'ailleurs, ce matin, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a indiqué qu'il y avait à peu près de 600 cas dans les écoles françaises qui étaient sous contrôle. C'est-à-dire que on est en train de surveiller en fait 600 cas.
C'est le chiffre qu'elle a annoncé ce matin au micro de BFM TV RMC. De Najat Vallaud-Belkacem, il en sera encore doublement question puisqu'on va parler de ce qu'elle a proposé hier, à savoir de débuter la scolarité à 3 ans au lieu de 6, la terminer à 18 ans au lieu de 16. C'est la proposition donc de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Elle justifiait donc son initiative lors d'un déplacement dans un collège près de Paris hier. Nous parlerons aussi, et là ça va peut-être intéresser Badri qui pourra peut-être nous éclairer, ce nouveau succès dans le Rafale. L'Inde approuve. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le jeudi 22 septembre, jusque-là tout va bien. Jusque 18h30, c'est parti pour le grand forum avec tout à l'heure. Justement, tiens, on écoutera en guise de coup de cœur pour finir cette émission. Vous connaissez peut-être la chanson de Brassens, le fameux 22 septembre. On l'écoutera tout à l'heure de télé. On parlera avec l'émission politique de ce soir, notamment qui reçoit Arnaud Montebourg, Pujadas et Léa Salamé recevront donc Montebourg ce soir. C'est donc à la suite de l'émission de Sarkozy de la semaine dernière. C'est le même concept. Nous parlons de sport avec une large page consacrée au football et aux résultats de la 6e journée de Ligue 1 avec la performance des Niçois face à Monaco hier. L'ami Amar nous parlera d'un philosophe du côté du Pakistan tout à l'heure. Et puis il y aura évidemment vos rubriques habituelles, le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur de la team du grand forum de nos chroniqueurs et les avis tranchés bien sûr. Alors aujourd'hui c'est un beau plateau qui nous est proposé, qui vous est proposé mesdames, messieurs. On va commencer par ces dames parce qu'on est d'une galanterie exemplaire. William Maghrebi, comment ça va? Bonjour à nos auditeurs, très bien. William, toujours psychologue? Toujours. Bien. Alors on va accueillir aussi une petite nouvelle qui nous rejoint dans l'équipe sur France Maghreb 2, elle s'appelle Samira Karwa. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme le veut la tradition et comme les petits nouveaux, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs qui tu es, Samira? Oui, alors donc pour me présenter, je dirais que je travaille actuellement comme consultante en psychologie et je suis également organisatrice d'événements avec des événements qui sont en lien avec mon travail, donc dans le domaine de la psychologie également, le développement personnel et autres, et puis en lien également avec des faits de société. Donc notamment, je prépare un travail sur le thème de la radicalisation et un séminaire sur, juste pour donner un petit exemple, un cycle de séminaires sur le thème de la violence. Voilà. Très bien. Eh bien, notre ami Badri Ahmed qui est avec nous est toujours délégué, qui est toujours adjoint au maire de la ville de Gentilly, chargé de l'économie, numérique. Bonjour. Ça va Badri? Oui, très bien. Bien entouré. Je pense qu'une bonne thérapie s'impose pour soi là. Entre deux psychologues, ça va être chaud quand même. Alors, Badri, de quoi allons-nous parler dans la vie tranchée avec toi? Alors, on va parler du CICE. Ouais. Donc, c'est un dispositif de l'État qui vise à permettre aux entreprises qui leur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. D'accord. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce dispositif est efficace? Le dispositif est-il efficace? Réponse dans quelques minutes. William, de quoi allons-nous parler avec toi? Depuis notre compte officiel, @Q officiel. Et on a besoin de vous pour vraiment la soutenir. Vous prenez tous vos téléphones maintenant, allez sur Twitter et on va vous demander de retweeter comme jamais vous n'avez retweeté quoi que ce soit. Mort politique de @Christine Boutin. Retweetez maintenant. Ça paraît absolument incroyable quand même. Une ancienne ministre qui se permet comme ça de lancer, de répondre à des rumeurs concernant l'état de santé d'un ancien chef d'État qui est Monsieur Chirac. D'ailleurs la famille Chirac qui est en plein drame puisque Bernadette aussi a été hospitalisée hier pour raison de grosse fatigue. On y reviendra si vous le voulez dans un instant. Là j'ai la pub vite fait à mettre et comme ça on est tranquille et puis après on va démarrer tranquillement cette émission avec Badri Ahmed qui est avec nous, Samira Karwa et William Maghrebi jusque 18h. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec vous, chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver avec ce plateau absolument incroyable. Aujourd'hui, William Maghrebi, Samira Karwa et Badri Ahmed qui sont avec nous. Alors, qu'est-ce qui vous a fait réagir là tous les trois dans le zapping, dans les quelques morceaux qu'on a passés, extraits de la télé Alors moi, ce serait l'intervention de Monsieur Sarkozy lorsqu'il dit ici la France, c'est pas le Gabon.
J'aimerais juste reprendre ses propos du jeudi 15 juin, lors de son intervention sur France 2. 15 septembre, pardon. Lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait une peine de sûreté pour les terroristes. Il a dit ils n'en sortiront qu'une fois que leur cerveau a été remis à l'endroit. Moi, ce que j'aimerais dire à Monsieur Sarkozy, c'est que peut-être qu'ils ont un cerveau à remettre à l'endroit, mais lui, je pense qu'il lui en faudrait un, parce que ici, la France, c'est pas le Gabon. C'est partir un peu loin quand même. Badri, qu'est-ce qui t'a fait réagir, toi? Moi, peut-être, en fait, le tweet de Boutin qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans dans un moment où les gens veulent aller vraiment vite et donner des informations très rapidement sans parfois les avoir exactement, sans parfois les avoir vérifiées. Voilà, ça peut être un peu dangereux. D'ailleurs, à ce propos, je signale un petit truc qui est assez marrant, entre guillemets. Vous savez que Jean-Marc Morandini, animateur, est dans des ennuis empêtrés dans des affaires judiciaires. Il est d'ailleurs actuellement en garde à vue depuis hier. Et il tient un blog où il annonce pas mal de trucs, notamment justement ce type d'informations concernant différentes personnalités du PAF. Là, bizarrement sur son blog, il y a rien sur sa garde à vue, rien du tout. Voilà. Et il va être d'ailleurs confronté avec justement ceux qui l'accusent, quand même de faits assez graves liés